Bienvenue ce soir au Palais des Congrès pour ce deuxième débat municipal RCFM Corse Matin, une semaine après Porto Vecchio, une semaine avant Bastia. Aujourd'hui donc Ajaccio, où a priori 8 candidats s'affronteront le 15 mars, jour du premier tour. Un débat que j'ai le plaisir d'animer avec mon confrère de Corse Matin, Roger Antèche. Bonsoir Roger. Bonsoir Patrick Vinciwer. 8 candidats en lice, mais seulement 7 têtes de liste ce soir. Patricia Curcio, qui a annoncé ce lundi sur l'intention de conduire une liste citoyenne, ne pouvant être avec nous. Tous les autres, en revanche, sont bien présents. Je prends mon souffle. Laurent Marcange, il est le maire sortant pour la liste fier d'être ajaccien, fier et d'être Ajaccio. Les 3 têtes de liste nationalistes, Jean-André Minigoni pour Ajaccio et Tutti, Jean-François Casalta pour Ajaccio et Jean-Marc Lanfranchi pour Ajaccio Incore, Étienne Basteggia pour Amanca Ajaccio, à la gauche ajaccienne, François Filoni, qui a reçu le soutien du RN, emmène lui la liste Ajaccio change de visage. Et enfin, Michel Cicada à la tête de la liste Ajaccio ras-le-bol, tout un programme. Messieurs, bonsoir. Vous aurez 1h30 pour débattre, notamment du développement de la cité impériale, entre une périphérie en plein essor, trop peut-être, et un centre-ville qui pour beaucoup se meurt. Nous parlerons aussi de transport, de mobilité, d'environnement. Et si nous avons le temps, nous aborderons également les finances de la ville. Nous attendons vos propositions, votre projet. Mais avant, rapidement, vous avez chacun 1 minute pour nous dire quel est le sens de votre engagement, de votre candidature. On va commencer par Laurent Marcangeli, maire sortant. Vous sollicitez un 2e mandat. Ça a toujours été une évidence pour vous, ce second mandat, malgré les défections qui ont pu apparaître au moment où la campagne se lançait? Vous parlez du sens de l'engagement. Je ne vais pas parler des défections. Il s'avère que, vous avez vu, elles ont été remplacées. J'ai présenté 49 noms il y a 2 semaines et je suis le seul à l'avoir fait pour le moment. Le sens de l'engagement, c'est Ajaccio. C'est ce qui m'a amené à ne pas demander le renouvellement de mon mandat de député en 2017. C'est ce qui m'a amené à ne pas briguer d'autres suffrages. C'est cette volonté de servir cette ville que j'aime et de servir celles et ceux qui y vivent. Donc le sens de mon engagement, c'est seulement et uniquement Ajaccio. Jean-André Minigoni, pour vous, c'est un baptême du feu en politique. Première élection. Qu'est-ce qui a poussé le chef d'entreprise que vous êtes à vous lancer dans cette bataille? Le chef d'entreprise vit à Ajaccio, est né à Ajaccio et ne supporte plus ce qui se passe à Ajaccio. Je considère que je vis mal. Plutôt que de me taire, je me lance dans la bataille. J'amène mon expérience de chef d'entreprise, mon expérience d'expert comptable. Mon ambition, elle est simple, elle est double. C'est de soulager le quotidien et d'améliorer le quotidien très rapidement des habitants. Et deuxièmement, très rapidement également, d'inscrire une fois pour toutes Ajaccio dans sa dimension européenne et en faire une capitale de demain avec des grands enjeux environnementaux. Étienne Basilica, vous représentez la gauche, du moins une partie de cette gauche qui était au pouvoir lors de la précédente mandature, il y a seulement 6 ans, presque une éternité, tant la gauche aujourd'hui, à Ajaccio, mais pas seulement à Ajaccio, semble affaiblie. Alors, c'est vous lancez dans une opération de reconquête de ces électeurs de gauche? Bonsoir, j'espère qu'on entend bien, parce que tout à l'heure, quelqu'un me disait qu'on n'entendait pas bien. Je suis très heureux d'être là ce soir, cher ami, et surtout très heureux d'avoir eu la chance de croiser quelqu'un en arrivant qui m'a dit « c'est Semprigui ». Semprigui, Semprivore. Ça, pour moi, ça a été quelque chose, un beau compliment. Je ne suis pas là pour réinventer une gauche. Je ne suis pas là pour essayer de recoller quelques morceaux. Avant moi, Ajaccio, bien avant moi, la gauche a été avec d'autres, y compris dans cette salle, à une période où il ne faisait pas bon être de gauche, mais à l'époque où le moment était magnifique. Après la libération, il a fallu se battre pour la justice. La justice à Ajaccio, la justice dans notre grand pays, qui était la France, qui est toujours la France aujourd'hui, qui en a bien besoin. La justice, c'est toujours quelque chose qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, cher ami, vous pouvez couper éventuellement mon temps de parole, mais c'est trop important. Il y a aujourd'hui une liste rassemblée à Ajaccio. C'est la liste de gauche pour le moment. Je pense ma plus grande fierté, c'est d'avoir été en 1977 avec des hommes et des femmes qui s'appelaient Albert Ferracci, Hyacinthe Pangrazzi, Éric Nana. Et aujourd'hui, je le dis, pour que ce soit bien clair, oui, nous sommes la gauche unie. Oui, j'ai la fierté d'être tête de liste
de cette gauche qui se bat pour plus, de justice. Merci Étienne Bastelega. Jean-François Casalt, vous êtes le leader d'une des 3 listes nationalistes, la liste PAIH, PNC, Corsica Libre. Qu'est-ce qui vous distingue des 2 autres? Primo, vivo Dio, saluta a tutti. Et je voudrais remercier nos amis de la presse aussi pour nous avoir invités ce soir, parce que c'est un beau moment de démocratie. Dans cette salle, il y a évidemment des concurrents politiques, mais il y a surtout des Ajacciens, et de les voir tous rassemblés, je crois que c'est vraiment un beau moment. Ce qui nous distingue, c'est surtout notre engagement. Un engagement qui est, vous le savez, j'ai toujours été amoureux, passionné de cette ville, et aujourd'hui j'ai envie de traduire cet amour dans un combat municipal. C'est d'ailleurs pas le premier, j'ai été plusieurs fois sur des listes municipales à AEH. Une liste nationaliste, mais véritablement ouverte sur la société ajaxienne, et le constat d'une ville qui est dans un état aujourd'hui catastrophique, et il faut changer cela. C'est cela le sens de mon engagement. Même question pour Jean-Marc Lanfranc, qui est à la tête de l'une des 3 listes nationalistes. Je verrais quand même la question, moi aussi, j'aurais été déçu si je n'avais pas eu droit. Écoutez, j'en compte 2 de listes nationalistes, une où il y a quelques nationalistes, mais je ne sais pas si on peut l'étiqueter comme telle. Ce qui nous différencie, nous, je pense, c'est la crédibilité. Celle qui n'est pas nationaliste, c'est celle de Jean-André Méligoni, selon vous? Je pense que je l'ai suffisamment dit, mais je vais le redire volontiers. Oui, il le sait de toute manière. Pour moi, ce n'est pas une liste nationaliste. Donc il reste celle de mon confrère Jean-François Casalt et la mienne. À ce niveau-là, ce qui nous différencie, moi je pense, c'est que, je vous dis, c'est un problème de crédibilité, à savoir que je vois dans la liste de mon confrère un certain nombre de conseillers territoriaux, les 4 premiers je crois, et plus quelques autres un petit peu plus loin, et je n'ai pas le sentiment véritablement qu'ils aient été très utiles à Ajaccio, donc je ne pense pas que ce soit en changeant aujourd'hui de casquette qu'ils le soient. Au-delà de ça, Corinne Front et Aya Cinco viennent dans cette campagne parce que nous considérons que nous avons un projet alternatif à porter. Et je vais le dire sans fausse modestie, à mon sens, le seul crédible. Merci. François Filoni, vous avez été dans le passé avec Simon Renucci, puis avec Laurent Marcangeli. Aujourd'hui, vous repartez en franc-tireur avec le soutien depuis hier de Marine Le Pen. On a du mal à vous suivre dans votre nomadisme politique. D'abord, bonsoir à tout le monde. Ce que je peux dire, c'est que mon engagement, c'est au service d'Ajaccio. Ce soir, je ne suis pas là contre le maire d'Ajaccio ou contre les autres candidats. Je suis là pour faire valoir des propositions pour faire en sorte qu'Ajaccio avance. Dans ces propositions, j'intègre des contraintes environnementales, climatiques et humaines qui font qu'aujourd'hui, ces réponses-là ne sont plus dans la société. Il n'y a qu'à voir la déliquescence aujourd'hui, le spectacle qu'il y a sur BFM entre les ministres et le gouvernement qui se tirent dessus. Je pense que la notion de parti aujourd'hui... On vous situe droite, gauche, RN. Permettez, la notion de parti, pour moi, elle n'y est plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de rassembler les gens de bonne volonté de tous bords qu'ils soient du RN, qu'ils soient gaullistes, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient socialistes. La seule fibre que je leur demande, c'est d'aimer Ajaccio, d'aller de l'avant pour Ajaccio. Le reste, pour moi, c'est... Allez, c'est des jeux du cirque, mais je reste, moi, un serviteur d'Ajaccio et je veux rassembler autour du projet que l'on défend, parce qu'on ne vient pas pour battre le maire, battre les autres candidats, on vient parce qu'on a des solutions pragmatiques dans tous les domaines. Un exemple, la cause animale, elle est portée par personne, on entend la porter. Enfin, Michel Cicada, comment qualifier votre candidature ? Candidature folklorique qui s'inscrit dans l'esprit de la Magagne ajaxienne ou candidature tout à fait sérieuse? Alors moi, on m'entend là? Oui, oui. Alors moi, d'abord, je remercie les gens d'être venus. Il y a des Ajacciens, comme a dit tout le monde. Et nous ne sommes pas une liste pour faire rire. Bien au contraire, c'est vous qui faites rire. Le problème, il est là. Alors, le 15 mars, de la Lune, vous verrez 2 choses. La muraille de Chine et mon bulletin orange dans les urnes. Parce que les gens sont en train de mourir et tout le monde rigole. Alors nous, on ne rigole plus. Ils ont pris ma place de clown et moi, je prends la leur. Voilà. La question est très simple. Merci Michel Cicada. Alors, Jean-André Minicone voulait réagir au propos de Jean-Marc Lanfranc sur sa liste est-elle nationaliste ou n'est-elle pas nationaliste? C'est une vraie question du vieux monde. Là, je mène une liste pour les municipales. Une liste municipale, c'est une liste de projets. Il y a des nationalistes, je suis nationaliste modéré, il y a beaucoup de nationalistes sur cette liste, il y a des gens de droite, de gauche et de la société civile. Donc cette liste Ajaccio Partout est une liste de projets avec une forte ossature de FEM, et les gens
n'ont pas vraiment... Alors là, je suis très étonné qu'on puisse encore avoir ce genre de discussion. Les gens se reconnaissent dans ce projet, qu'ils soient nationalistes ou pas. Merci. Merci Jean-André Minigogne, merci messieurs pour ce il me donne premier raison. tour de temps. On ne va pas faire un débat Jean-Marc bien sûr que Lanfranc, non, c'est Jean-André pas le plus Minigogne. Merci, merci messieurs pour ce premier tour de table. Ajaccio, le grand débat ici au Palais de Congrès suite. On entre, Roger, sans plus tarder dans le vif du sujet. Oui, ce mardi, près de 200 commerçants artisans ont manifesté pour alerter sur la mort du centre-ville, conséquence selon eux d'un développement anarchique avec la présence de dizaines de milliers de mètres carrés de zones commerciales aux portes de la ville, des problèmes récurrents de circulation et surtout de l'absence de places de stationnement, de parking. Alors messieurs, tout d'abord, y a-t-il consensus sur ce constat dressé par les commerçants? Et ensuite, si oui, comment revitaliser le centre-ville? Quelle solution? Jean-André Minigogne, on commence par vous. Vous avez proposé récemment la création de 3 parkings notamment. Très rapidement, oui, nous sommes en panne de parking. J'ai appris que le parking des phares et balises était en bonne voie. C'est une très bonne nouvelle. C'était mon projet il y a 3 ans. Je regrette simplement que ce projet ait mis un peu de temps pour éclore, mais bonne nouvelle. 2 autres parkings, parking à l'hôpital et puis un parking évidemment du côté de la place Millau, aux environs, sur la sortie, je dirais, est Ajaccio. Il faut des parkings, mais il faut aussi beaucoup de transports en commun, il faut des voies cyclables. L'accès à la ville ne peut pas se résumer ni à la voiture ni au transport en commun. C'est un tout. Alors on va en débattre, c'est beaucoup plus complexe, il faut faire des études, mais une des grandes raisons de la mort du centre-ville, c'est que les Ajacciens fuient ce centre-ville. Énormément de locations saisonnières ont remplacé des locations à l'année. C'est un véritable problème, on en reparlera tout à l'heure. François Filoni, vous avez dénoncé un bilan dramatique, qualifié même de Waterloo, bilan qu'on pourrait vous renvoyer aussi. Quel constat dressez-vous aujourd'hui? Place en cœur de ville. Maintenant, on va faire de l'idéologie, on va nous dire, mais la voiture, elle va venir polluer. 2025, il n'y aura plus de construction de diesel en France et en Europe. 2030, les voitures seront hybrides ou électriques. Ce qui veut dire que la notion, quand on construit un parking, on ne le construit pas pour aujourd'hui, on le construit pour les 30 et 50 ans à venir. Donc moi, ce que je propose, je reste sur les propositions, c'est 5 parkings, un au Cazone, 300 places, qui est sous la place, qui sera gratuit parce qu'il n'y a pas qu'un problème de parking, il y a aussi un problème d'accéder. Quand les grandes surfaces offrent du parking gratuit, il faut que la ville, le cœur de ville, puisse offrir des parkings gratuits. Le reste, autour de ces 5 parkings, je suis pour la gratuité des transports. Alors, ce n'est pas une lubie. La gratuité des transports collectifs, c'est le moyen incitatif de dire aux gens, laissez votre véhicule, vous ne paierez pas votre essence, vous ne paierez pas de place de stationnement. C'est le seul moyen pour ne pas contraindre les gens. Je rappelle que le Luxembourg, le 1er mars, tous les transports collectifs vont être gratuits et pourtant le PIB est important. Si on veut avancer, c'est un moyen de décongestionner la circulation. C'est un moyen, en termes de pollution, de baisser le taux de pollution sur la ville et c'est un moyen de retisser le lien social qui permettra à tout le monde de circuler dans cette ville. Bon, je vois des têtes qui opinent ou qui marquent leur désaccord. Vous pouvez intervenir, messieurs, à tout moment. Étienne Bastelica, maintenant. Vos solutions pour rendre le centre-ville attractif? D'abord, je voudrais dire en tant qu'Ajaxien, je ne voudrais pas qu'on devienne comme Vijanedo. Vijanedo, on creuse en ce moment, on creuse tellement, on creuse en Haute-Corse. J'ai l'impression qu'en prenant la somme des parkings qui vont vous être proposés ce soir, d'après sa mère, ça va devenir infernal. Il va y avoir des trous partout. Derrière nous, il y avait un parking de 678 places. 678. Financé. Presque terminé. Pour des raisons bassement idéologiques, bassement électoralistes, on a décidé de l'enterrer. Financièrement, je vous laisse le soin d'aller rechercher sur l'organe officiel des finances publiques combien ça nous a coûté, parce que 21 millions. Je pense que c'est un peu plus, mais non, attendez. Allez-y, monsieur. Je veux surtout pas commencer avec les chiffres, parce que souvent avec les chiffres, on noie tout.
Le fondamental, c'est qu'il y avait 678 places, et là, ce soir, vous allez en trouver 5000. Il y avait à l'époque, à l'exception de M. Lanfranc... Ce parking dont vous parlez, pour que tout le monde comprenne, c'est le parking camping. Bon, tout le monde n'arrive pas de Bastia, tout le monde a capi. Mais tout le monde... Mais Étienne Bastille, mais tout le monde n'est pas ajaxien non plus en Corse. Soyons sérieux. Ça, monsieur, tout le monde ne peut pas être parfait. Donc, si vous permettiez, sur le parking... Non, 2 minutes. Après, tout le monde, pour moi, vous pouvez passer toute la nuit. Ensuite, il y a eu... C'est pas passer la nuit. Toute la nuit, tu peux y passer. On va pas passer... 678 Vous refaites places. l'élection de 2014. Non, elle a été perdue, cette élection. Non, mais je ne fais pas l'élection. On ne refait pas l'élection de 2014. Les commerçants qui sont aujourd'hui là-dedans, je m'en fous ce qu'ils ont voté, moi. Les commerçants, ils ont besoin... Pardon. Ça, si vous permettez, sur le parking... Je ne vais pas me faire le défenseur du maire d'Ajaccio. Je veux répondre. Tous, à part M. Lanfranc, je vais bien dire, tous les candidats qui sont là, de près ou de loin, par conférence de presse interposée. Il y en a qui aiment aller sur Internet et Twitter. Allez tweeter. Tous, je dis bien à part M. Lanfranc. Tout le monde, à un moment donné, vous n'avez pas chanté, vous n'avez pas joué la même musique. Mais la symphonie, vous l'avez tous jouée. C'était la symphonie anti-Simon, anti-camping, parking, camping. Tous, y compris M. Ménicole qui me regarde. Le mieux est de laisser parler. Alors, le mieux est de... le mieux est de donner la parole à Laurent Marcangeli pour répondre. Attendez, Monsieur Filon, rapidement, puis Laurent Marcangeli veut. Moi, par contre. Mais vous reprendrez la parole, Étienne Bastille. J'étais pas à la manif avec les commerçants. Alors, mais j'ai pas honte, moi. Non, mais on le sait que vous n'êtes pas pour le commerce. Allez, rapidement, Monsieur Filon, vous répondez après Laurent Marcangeli. Je ne vais pas me faire le défenseur du maire d'Ajaccio. Par contre, je peux vous dire une chose. Ne pas intégrer aujourd'hui les changements climatiques, environnementaux, ne pas comprendre qu'est-ce que c'est aujourd'hui les inondations. Le parking que vous vouliez faire, il est en zone submersible. Qui aurait la folie de faire un parking 4 niveaux au-dessous de la mer en zone submersible? Il n'y a que vous pour le croire. Alors, aujourd'hui, ça aurait été criminel de le faire. Voilà. Alors, on va donner la parole à Laurent Marcangeli. Voilà. Sur l'abandon du projet du parking camping qui apparemment fait encore beaucoup parler. Vous m'avez posé Même si effectivement ça appartient au passé. Question, je vais quand même y répondre. Ouais. Et vous n'allez pas m'envoyer là où vous voulez. Je vais dire ce que je veux. Donc ça, c'est déjà la première chose. Allez-y. Merci. Il y a une question qui a été posée par M. Antèche. C'est sur le désarroi du centre-ville. Oui, il existe. Existe-t-il uniquement à Ajaccio? Non. Y a-t-il une crise du centre-ville dans les villes moyennes françaises et même européennes? Oui. Ça ne console pas les commerçants ajacciens. C'est un premier... Non, parce que j'entends des choses, on a l'impression d'être dans un microclimat où il se passe qu'ici. C'est une réalité. Ça s'est dégradé. C'est une réalité. Je ne me dédonne pas d'essayer d'intervenir pour inverser la tendance. Sinon, c'est trop facile. On fait du fatalisme. On attend puisque ça arrive ailleurs. Je vais essayer d'être poli et d'être honnête. On vous donnera la parole derrière. Vous donnera la parole. Et de vous respecter. Le but, c'est d'échanger. Si c'est pour faire chacun son monologue, je ne vois pas l'intérêt. Alors, écoutez, je vais vous dire une chose. Ça s'est peut-être dégradé, certainement. Mais chacun est devant ses responsabilités. Et notamment vous, M. Casalt. Par rapport à l'accès... Oui, vous êtes aujourd'hui membre d'une majorité territoriale qui ne fait rien pour Ajaccio depuis qu'elle est aux responsabilités. Là, on est d'accord. Et je rappelle... Nous sommes Et je rappelle, parce qu'on parle du parking camping. Si M. Siméogne, et ça aussi c'est valable pour vous, M. Minicogne, avait... On est là. Je sais, enfin, vous n'avez pas été là quand vous étiez président de la CCI. On en parlera parce que votre présidence de la CCI rentrera dans les annales comme un non-événement pour Ajaccio. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc... Allez, on laisse... Je vais vous dire, sur le parking camping, moi, ça a été tranché en 2014 et en 2015, l'affaire, surtout en 2015. Aucun regret. On en fera d'autres. On fait une proposition de 1000 places à l'hôpital. Regardez les programmes. Il y a des propositions alternatives. Si vous voulez rester dans le passé,
Je sais que M. Casals est très intéressé par le passé. Vous avez quand même un certain talent pour traverser la réalité. Hein. D'ailleurs, vous-même étiez contre le parking camping, M. Casals. Vous avez varié. Vous avez varié. Je vous renvoie au programme. Je vous renvoie au programme de M. Philippe, dont vous étiez le 7e de liste, M. Casals. Vous avez la mémoire qui flanche. Alors, on lui redonne la parole justement. On vous redonnera la parole. Attendez, je vais conclure sur le centre-ville, parce que vous voyez, le problème c'est que le centre-ville, si on aura est l'occasion sur de une revenir politique sur le centre-ville globale de redynamisation et qu'on prend les sujets en tranches, en ne parlant par exemple que du parking qui va sauver le centre-ville, ce qui est faux, et tout le monde le sait. Il y a d'autres sujets qu'il va falloir à un moment traiter. C'est pas la formule magique du parking. On va en parler, mais là on fait circuler la parole Jean-François Casals et ensuite Jean-Marc Lanfranc et enfin Michel Cicada. Ce qui est quand même significatif de cette municipalité, et notamment le maire d'Ayache, c'est qu'il a quand même un certain talent pour traverser la réalité et surtout pour trouver toujours des boucs émissaires et des tiers responsables. Il y a la circulation, ça ne marche pas, c'est la faute des Ajacciens. Les Ajacciens ne veulent pas payer le parking et les parkings ils sont vides. Ou alors c'est la faute de la CDC. À un moment donné, il faut quand même assumer sa responsabilité. C'est que ça qu'il faut faire, monsieur le maire. C'est dire à un moment donné, j'ai eu tort, j'ai mal fait. Monsieur Casals. Non, mais je termine mon propos. Je termine mon propos, s'il vous plaît. Chacun a pu parler librement. Je vais terminer mon propos. On va pas faire une bataille de parking, c'est pas sérieux. On sait très bien que la solution, c'est d'arrêter le véhicule automobile. On le sait dans les centres-villes. Mais il faut quand même une période transitoire. Et cette période transitoire, il faut obligatoirement trouver des places de stationnement. Il y avait un parking qui était tout fait. Il était tout fait. Vous l'avez arrêté sans aucune raison valable et vous avez dépensé 21 millions d'euros pour rien. C'est un scandale absolu qui devrait vous disqualifier aux yeux des Ajacciens. C'est pas 21 millions, non. Alors, répondez, Laurent Marcangel. Répondez, Laurent Marcangel. Non, je vais dire à Jean-François Casals, une fois de plus, vous êtes vraiment dans la fake news par rapport à ce sujet, je l'ai déjà dit. Et franchement, appréciez cette expression. Franchement, monsieur Casals. S'il vous plaît, la salle. Hein, s'il vous plaît, vous laissez parler Laurent Marcangel. Franchement, monsieur Casals, je le dis, par rapport à vos communications depuis le début de la campagne, vous êtes de loin, et Dieu sait s'il y a de la compétition, de loin, le meilleur menteur de toute la campagne. Notamment, à côté de vous, et puis on donne la parole à Jean-Marc Lanfranc. À côté de vous, Donald Trump, c'est petit joueur. C'est dommage que vous employiez ce terme, monsieur le maire. Vous savez, s'il y a des termes qu'il ne faut pas employer, vous êtes dans l'invective, vous êtes dans l'injure, ça ne grandit pas votre fonction. Jean-Marc Lanfranc. Monsieur Casals, prenez la parole, ne vous victimisez pas, parce que faut pas jeter par terre quand on prend un peu de vous. Allez, ça va bien se passer, vous allez voir. Jean-Marc Lanfranc sur le centre-ville. Jean-Marc Lanfranc. Oui, je vais essayer de sortir de la cour d'école, là, parce que c'est franchement ridicule. Cette espèce de partie de ping-pong qui n'apporte rien, à mon sens. Alors nous, c'est vrai qu'on ne va pas multiplier les parkings comme on multiplie les petits pains, ça c'est évident. Il en faut un, sans plus. Je pense que ça sera amplement suffisant, et surtout, il faut développer tout ce qui est mesures alternatives. On en a proposé, on a fait un certain nombre de propositions à ce niveau-là, certaines qui pourront peut-être même paraître loufoques, puisqu'on voudrait même qu'il y ait une desserte maritime qui aille de l'aéroport jusqu'aux îles Sanguinaires, améliorer ce qui existe aussi à mon sens, hein, déjà à commencer par les SPL, en les rendant plus fréquents, en les rendant plus réguliers, en les rendant plus fiables tout simplement. Et déjà, je pense qu'on aura réglé une grosse partie du problème de la circulation. Après, c'est pas le parking effectivement et le fait qu'on en fasse 1, 5 ou 10 qui va sauver le centre-ville d'Ajaccio, ça c'est sûr. En soi, ça suffit pas. Alors justement, Michel Cicada va à rebrousse-poil, hein. Vous allez à rebrousse-poil puisque vous proposez de bannir les voitures du centre-ville. Alors moi, c'est simple. Je me suis équipé de gens intelligents, parce qu'eux sont instruits, mais non intelligents. Eux sont toujours à l'époque du César, ils sont au XXe siècle et nous au XXIe. On fait des travaux, on creuse, on ne s'en sort pas. Donc nous, on a un parking à vous proposer, aérien. En 2 mois, on le fait, 1000 places, 8 000 € hors taxe, à la place mi-haute. Quant aux commerçants... Un parking aérien? Oui, aérien, oui, c'est nouveau. On est exactement au XXIe siècle, on n'est pas au XXe siècle comme tous ceux qui sont là. Voilà. Non, 8 000 € hors taxe, la place. Bon. Ouais, la place. 8 000 € la place, c'est ça. La place. Voilà. Alors, c'est pas grave ça. Alors, quant aux commerçants, j'ai vu à la manifestation, il y avait 200 personnes et 120 candidats, sans monsieur.
Et ils ont été manifestés à la préfecture. Alors pourquoi ils n'ont pas monté à l'évêché, puisqu'ils y étaient? Alors que le maire d'Ajaccio, c'est en bas, on doit manifester à la mairie d'Ajaccio. Donc il y a un problème dans ce contexte-là. Voilà. Donc on pose des questions, on écoute, et puis après on répond, c'est tout. Jean-André Ménigogne. Plusieurs choses. Bon, monsieur le maire, c'est bien de faire du cinéma, mais vous avez fait des choix, il faudra les assumer. Vous avez fait un choix d'arrêter un parking, c'est votre choix, et vous en avez arrêté un deuxième parking, c'est celui de surface. Alors que je vous suppliais de ne pas le faire pour les commerçants parce que nous n'avions pas de solution. Et c'est pour cela que j'ai lancé l'avant-projet du parking des phares et balises avant de m'en aller. Donc ça, c'était il y a 3 ans. Donc vous avez fait un choix, vous l'assumez. Maintenant, ce n'est pas suffisant les parkings. Il faut retrouver l'attractivité complète du centre-ville. Ça passe vraiment par beaucoup de choses, par refaire venir les Ajacciens habiter au centre-ville, par embellir la ville, par des transports en commun adaptés. Il faut multiplier les navettes. On n'a pas le choix. Le premier parking, ça ne sera pas avant 3 ans. Et il faut sauver ce centre-ville en faisant venir des Ajacciens avec des navettes gratuites le plus rapidement possible. Ça, c'est une mesure très rapide. Non, juste un mot. Ça me... Oui, parce que j'ai entendu tout à l'heure, au début, je croyais que c'était une plaisanterie. Bon, je donne mon point de vue. Pour m'être promené quand même dans la vieille ville pendant longtemps et même maintenant, j'ai entendu, il y a un projet, je ne porte pas un jugement de valeur, mais je me dis sincèrement, avec tout ce que j'entends, quand j'ouvre vos radios, ce que je lis, Anno Chagour, l'ambiance, Biobel Obaez du monde, Chomekatuka, venir aujourd'hui avoir l'idée de faire un parking en ferraille dans un des plus beaux coins d'Ajaccio, moi personnellement, je ne sais pas. Je dis bien je ne sais pas, c'est rare, parce que je suis honnête. Je ne sais pas si ça va suffire éventuellement à sauver ce qui peut être, mais si on peut aujourd'hui donner un coup de main avec quelques employés municipaux, monsieur le maire pourrait le faire. J'ai vu quelques exemples, d'ailleurs, c'est peut-être le hasard. Mais si on peut enlever les 150 épaves qui jonchent le centre-ville, et si on peut donner un petit peu de peinture aux employés communaux, je sais qu'ils savent le faire en plus. Il y a une équipe au niveau des routes, elle sait le faire. Et aller recommencer à tracer tous les parkings libres, gratuits, qui sont dans les environs du cours Napoléon. Je dis ça, je vais vous dire pourquoi. Je vais pas reconnaître tout le monde, mais souvent, au niveau du boulot que je faisais, on arrivait dans des endroits, on disait on est mica possible, et quand vous arrivez dans certains lieux privés, je ne peux pas le faire sur le public, et après le fait d'avoir matérialisé les parkings, eh bien au bout d'un jour ou deux, le type venait me voir en disant oui, t'as eu la radio, hein, parce qu'on a toujours l'impression, nous, qu'on n'est pas comme les autres et qu'on va pas, c'est ça, hein, ça va pas plus loin, ne vous cassez pas la tête. Nous, les emplacements, tu es fou, c'est pas la peine de les faire, on les respecte pas. Eh bien aujourd'hui, en centre-ville, en 2 ou 3 mois, avant ou après les élections, vous pouvez trouver, en rigolant, 300 places de parking, je ne vais pas dire à 8 000 € la place, je vais vous dire à 80 € la place. Hein. Merci Estelle Massy. Alors justement, on va sortir un peu des parkings puisqu'on a développé et on va parler de l'attractivité de la ville et de l'attractivité du centre-ville avec vos propositions. Laurent Marcangel pour commencer et on débat. Alors très simplement, on va aussi un peu parler quand même de nos projets pour 2020-2026. C'est ça, je pense, le plus important. Il y a eu... consécutivement au choix qui avait été opéré, y compris sous la précédente mandature, un grand effort qui a été fait, à juste titre, durant la mandature sur les quartiers de l'Est, des Cannes et des Salines, qui avaient besoin d'un rattrapage et que nous avons porté à leur terme. Je pense que le mandat 2020-2026 doit être un mandat de reconquête pour l'hypercentre-ville, le centre-ville d'Ajaccio. Comment ? Stationnement, il en faut, je n'ai jamais dit le contraire, un parking de 1000 places à l'hôpital, lorsque celui-ci aura déménagé. Réfléchir à la piétonisation de la vieille ville, parce que je pense que si on réfléchit à des aménagements qui permettent demain de rendre la ville plus agréable, ça pourra, je le crois, atteindre des objectifs en matière d'attractivité. M. Ménigogne a raison, et c'est dans notre programme Action Cœur de Ville. L'habitat. S'il n'y a pas une rénovation de l'habitat, s'il n'y a pas une attractivité, une réattractivité de l'habitat de centre-ville, il n'y aura pas de commerce, il n'y aura pas d'activité économique et il faut pour cela lancer des programmes importants. Et ensuite, je dirais, il y a les transports, cela a été dit. Monsieur Lanfranc faisait une proposition intéressante. Nous avons fait la première navette maritime entre la rive sud
et Ajaccio. Nous avons également comme projet de faire des navettes internes à la ville, d'est à ouest. Je suis heureux de l'entendre parce qu'effectivement, ça me paraît plus qu'approprié. C'est au programme dans la CAPA. Et je pense qu'on a aussi, pour le centre-ville, un gros coup à jouer sur le ferroviaire. Aujourd'hui, par rapport aux rotations entre l'extérieur et le centre-ville, par rapport à Bastia, où il y a beaucoup plus de rotations, je crois qu'il faudrait qu'on utilise davantage notre gare. Je rappelle qu'il y avait un projet de déplacement de la gare en 2014, lorsque je suis arrivé aux responsabilités. L'une des premières choses que j'ai fait, je suis allé voir Paul Jacob, je lui ai dit il faut la laisser en centre-ville, c'est une chance d'avoir la gare en centre-ville pour Ajaccio. Donc il y a toute une palette de mesures, mais ça passera, je le dis très clairement, par l'habitat, par l'attractivité, par l'habitat. Jean-François Casalt, et après on poursuit. La parole. Tout d'abord, je tenais à dire que nous étions hier au soutien des commerçants dans la rue pour manifester et nous en sommes fiers. Parce que ce sont des gens qui sont à l'agonie, qui n'en peuvent plus, comme les habitants du centre-ville et comme les habitants des quartiers. Et nous les soutenons et je pense que les gens qui n'étaient pas là n'ont pas à s'en glorifier. Ça, c'est la première des choses. Les propositions. Évidemment que les parkings, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la solution à tout. Il faut des propositions pour justement réembellir le centre-ville, faire des chartes graphiques et surtout les faire appliquer, reverdir le centre-ville, faire des propositions intéressantes pour les commerçants et notamment au plan fiscal, avoir un vrai plan de préemption urbaine et surtout l'appliquer. Toutes ces propositions-là sont extrêmement intéressantes et évidemment, il faut lutter contre des phénomènes qui sont des phénomènes de grandes surfaces commerciales qui sont aujourd'hui en banlieue d'Ajaccio et qui font en sorte de vider le centre-ville. Aujourd'hui, la ville, elle n'est plus tournée vers le centre, elle est tournée vers Sarola. Et ça, il faut absolument inverser le phénomène. Nous allons nous battre pour ça et nous battre pied à pied. Mais ces hectares de zones commerciales existent aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière. C'est justement les propositions que nous faisons pour faire en sorte de retrouver l'attractivité du centre-ville. Encore une fois, c'est ça qui est essentiel. Refaire revenir les gens en centre, se préoccuper de l'habitat, les navettes. Et quand on parle de navettes et d'intermodalité, on voit que les bus, malheureusement, ils n'ont jamais aussi mal fonctionné aujourd'hui. Il faut s'occuper en urgence de la Movistrade qui est laissée en déshérence depuis l'arrivée en fonction de M. Laurent Marcangeli. On va en parler. On poursuit. Étienne Bastel, vous avez beaucoup parlé. On va laisser parler un peu. Un mot. Allez, sur le centre-ville, je suis d'accord. Non, mais sur le centre-ville, embellir, que ce soit beau, qu'il y ait plus, on est tous d'accord. Là, on va être en opposition, tous, sauf moi. La justice sociale. Le jour où vous aurez compris que pour consommer, il faut avoir des salaires, il faut avoir de l'argent, ce jour-là, vous aurez tout compris. Donc ça veut dire que les gens aujourd'hui, comment voulez-vous aujourd'hui, quand vous avez des gens sur la liste ici qui soutiennent Macron, comment voulez-vous aujourd'hui qu'on vienne me parler de la difficulté des petits commerçants en centre-ville? Oui, je n'ai pas manifesté avec vous parce que j'ai des convictions profondes. Je ne peux pas aujourd'hui manifester et en 2014 voir les mêmes qui manifestaient. Parfois aujourd'hui sans venir applaudir. Merci. Vous aviez dit un mot. Jean-Marc Filonne et Jean-Marc Lanfranc. Jean-Marc Lanfranc. Pourtant, Dieu sait si on a, s'il vous plaît, Dieu sait si on a une coloration sociale, mais malheureusement, je crois que le raisonnement est un petit peu simpliste parce que quand il faut trouver de l'argent, s'il vous plaît. Quand il faut trouver de l'argent pour aller dépenser à l'Atrium, malheureusement, les gens y vont. Ils y vont parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est ça le problème. Si on veut faire du social, il y a des façons de faire du social beaucoup plus simples. Je vais vous en donner une, moi, très concrète. Laissez parler Jean-Marc Lanfranc. Une mesure sociale très très concrète. C'est pouvoir faire en sorte que les gens aujourd'hui puissent avoir un logement en centre-ville pour 1 euro. Ça vous paraît aberrant? Eh bien, pour 1 euro, c'est possible. Oui, c'est possible. Et je vais vous dire comment. C'est possible et ça existe. Ça existe en Angleterre. Et ça a été fait à Roubaix en 2017. Ce que je ne comprends pas, moi, ce que je déplore, c'est qu'effectivement... M. Marcangeli a été, le titre on le garde, mais a été un juriste. C'est une disposition tout à fait facile à appliquer. Il suffit simplement, c'est réservé aux primo-accédants. Alors bien évidemment, les primo-accédants, vous comprenez bien chez nous que ce sont les primo-accédants ajacciens avec un statut de résident local, mais sinon c'est réservé aux primo-accédants et aux personnes qui sont éligibles à l'accession sociale. La seule obligation qu'ont ces gens-là, la seule obligation qu'ils ont, c'est simplement de réhabiliter le bien qu'on va leur confier pour 1 euro. Et en contrepartie, on peut le faire en centre-ville. Ce qui veut dire, si vous voulez le réhabiliter, le centre-ville, et si vous voulez que les gens puissent effectivement y vivre et qu'ils soient propriétaires,
Il suffit simplement de regarder ce qui existe dans le domaine privé, ce qui a été abandonné aujourd'hui dans le domaine privé de la commune, bien entendu, et à partir de ce moment-là, faire en sorte que toutes ces personnes puissent avoir un toit décent. Et si vous avez des gens qui reviennent, je vais terminer s'il vous plaît, si vous avez des gens qui reviennent habiter dans le centre-ville, les commerces de proximité, ils vont vivre aussi. Parce que là aussi, c'est simpliste. Mais à partir du moment où vous avez des gens, où vous avez un bassin de population, eh bien les commerces vivent. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. Si ces gens qui n'ont pas beaucoup de fortune vont effectivement à l'Atrium, c'est parce qu'on leur permet la facilité. C'est parce qu'on leur permet la gratuité. La gratuité, on peut la faire aussi ici. François Filon et ensuite Jean-André Ménigone. Je pense que le débat, il n'est pas au bon niveau. Il faut lever le débat, avoir une vision globale. Allez-y. Non, mais... Allez-y. Merci. Allez-y, non, mais... On peut faire les jeux du cirque, là. Ça ne me dérange pas. Hein, moi. Non, mais allez-y, monsieur Je suis là pour essayer... Donc, lever le débat, c'est quoi? C'est avoir une vision globale des choses. Vous voulez venir vous exprimer, les démocrates? Allez-y, François Filon. On n'est pas au jeu du cirque. Et on le laisse parler, s'il vous plaît. On parle de choses sérieuses. Donc, la vision globale, ça veut dire quoi? Il faut l'attractivité, c'est vrai. Je l'ai développé, moi, nos parkings, nos business. Je comprends, moi, la souffrance des commerçants qui restent 16 heures dans leur commerce et qui ne voient personne. Ce n'est pas la qualité des magasins. Les magasins sont beaux, les commerçants, ils ne sont pas tous désagréables. Il y a un problème d'accès, oui, mais vous les gens ne se battent pas pour venir travailler chez vous non plus. Donc, donnez pas de leçons. Donc, l'attractivité, c'est quoi? C'est permettre au cœur de ville de vivre en attirant les gens. On a la possibilité, dans les années à venir, avec la citadelle, d'avoir ce joyau pour en faire cet outil patrimonial, culturel, archéologique, qui va faire que les gens vont venir se nourrir. La Corse, bronze et tais-toi, c'est fini. Donc, si on n'a pas autre chose à proposer en cœur de ville, les gens ne viendront pas. Si on veut les faire venir, encore faut-il que même si on ouvre la citadelle au patrimoine et en faire un lieu privilégié, il faut qu'on puisse y accéder. Si on ne peut pas y accéder, c'est pour ça que nous proposons, 5 parkings qui sont positionnés partout dans la ville, de manière à ce qu'on n'ait pas une usine à parking où les gens vont faire la queue pour entrer. Ça veut dire qu'à la disposition, 300 places au Cazotte, 250 devant le Pascal Rossine, 250 qui vont permettre à ceux qui débarquent du bateau, parce que qui parle des visitants, 600 véhicules tous les 3 heures l'été. Où ils vont? Ils s'échappent d'Ajaccio, ils ne peuvent pas se garer. Et en plus, ils saturent le rond-point. Et en plus, les 2 parkings qu'on fait sur Saint-Jean, ça veut dire qu'on donne une respiration économique. Si on ne peut pas se garer, on ne peut pas commercer. Et l'attractivité, il va falloir mettre le paquet, je vais terminer, sur la citadelle, en faire ce lieu de culture et de patrimoine. Pas ce lieu que certains voulaient faire en mettant des bars en mettant 600 couverts dans la citadelle. On tuerait le centre-ville. On va en parler de la citadelle. Jean-André Ménigone ne vous a pas attendu sur le sujet de l'attractivité du centre-ville et de la ville. Et ensuite, Michel Cicada, qui ne prendra pas. Il faut juste se poser une question. Est-ce que j'ai envie d'habiter au centre-ville? Qu'est-ce qu'il faut faire pour habiter au centre-ville? Si on répond à cette question, on peut sauver le centre-ville. Le centre-ville, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit accessible. Et une mesure qu'il faudra prendre, il faut de la volonté politique, c'est réguler les locations en Airbnb. On sait aujourd'hui qu'en centre-ville, on a à peu près 2000 appartements qui sont destinés à la location saisonnière. Maintenant, il y a une nouvelle loi qui permet de réguler tout ça. Si on ne repart pas sur les fondamentaux. Il ne faut pas les réguler, il faut les taxer. Il y a une loi qui existe qui permet de taxer la nuitée à 5%. Mais oui, ça permet de taxer à 5%. Donc au lieu de faire des crédits pour financer la ville, à partir du moment où on taxe le tourisme, on taxe les personnes qui font ce type de location et qui ne rapportent strictement rien aux Ajacciens, parce que c'est de l'argent qu'on voit passer. La personne qui a de l'argent pour acheter ici, ce sont des gens qui sont de Maubeuge ou de Compiègne ou de vous voulez. Ces gens-là, ils achètent, ils prennent, ils le mettent dans leur poche et ils repartent les poches pleines. Et nous, les Ajacciens, on n'en profite pas. Donc vous avez une disposition légale. Et là, je refais la même critique que tout à l'heure. Vous avez une disposition légale qui permet aujourd'hui de taxer le Airbnb à hauteur de 5% la nuitée maximum. Il suffit de la mettre en place. Tout simplement. Non, elle n'est pas en place. Pas à 5%. Pas à 5%. Simplement, monsieur veut conclure, Jean. Attendez, monsieur veut taxer. On a des dispositifs pour réguler Airbnb, pour faire en sorte que tout se passe bien. Et vous voulez le réguler parce que vous voulez encore construire. On en a marre du béton. Vous n'avez pas compris ça. Mais qui c'est qui veut construire? Mais c'est vous qui... Vous avez des promoteurs sur votre liste, monsieur Ménigone, un peu de sérieux. Je parlais de crédibilité tout à l'heure. C'est facile ce que vous dites. Je parlais de crédibilité tout à l'heure. On en a un exemple concret d'absence de crédibilité. Vous avez des promoteurs sur votre liste et vous nous dites que vous ne voulez pas construire. Des promoteurs. S'il vous plaît. Des promoteurs. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Vous pensez que les gens ils vont être dupes combien de temps encore? Vous connaissez ma liste? Non, mais monsieur Lanfranc. J'en connais suffisamment certains, oui, pour savoir que ceux-là, ils ont envie qu'il y ait des constructions.
Ils ont envie qu'il y ait des constructions parce que ça profite. Et c'est pareil pour le commerce. Non, comme quand j'entendais. Écoutez, on en discutera après. Pas d'aparté, on discute tous ensemble. On débat tous tout à ensemble. l'heure, le grand commerce, il faut lutter contre les grandes surfaces. Ils ont été les premiers à les couper. On vous a laissé la parole tout à l'heure. Et aujourd'hui, on vient nous dire on va la laisser à Jean-André Minigoy. Vos propositions. On régule Airbnb, on fait en sorte que les gens reviennent en ville et on privilégie l'accès à l'année sur Airbnb. C'est possible maintenant depuis une nouvelle loi. 1200 logements vacants, on les réhabilite. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, 5 ans la loi. Non, mais allez-y. Non, pour les agglos de plus de 50 000 habitants, c'est demain, c'est janvier. Voilà. Alors, il ne va pas se défendre tout ça, il a besoin de vous. Donc ça, c'est sur Airbnb. Jean-Marc Lanfranc, on laisse parler. Ayez la courtoisie de laisser finir. Si vous voulez faire du cirque, c'est après. Donc ensuite. Je crois que vous êtes bien passé pour faire du cirque. Vous avez assez de voitures pour ça. Bon, là, c'est des attaques un peu trop basses. Super. Allez, on y va. On fait du Airbnb avec l'air. Excusez-moi. Et là, à partir du moment où on fait revenir les gens, on va protéger le commerce de proximité. Il faudra sûrement avoir des dispositifs fiscaux pour pendant 2-3 ans aider les commerçants à tenir et à ne pas mourir. Alors, Michel Cicada, si vous pouviez détendre l'atmosphère, ce serait bien. Alors, ils ont parlé de creuser, de construire, mais ils n'ont pas parlé du prix qu'on va payer. Le ras-le-bol va payer un prix pour entrer dans le parking. On n'a pas parlé de prix. Moi, je me suis garé là-bas au port de commerce, j'ai payé 12,50 € la journée. Alors, s'ils construisent tout ce qu'ils vont construire, on n'a pas encore parlé de prix. Combien va coûter le ticket? C'est tout ce que je demande. Parce que si on va payer 12,50 € pour construire, on s'en sort plus. Pour finir sur ce thème de Jean-François l'attractivité... Cazalt et ensuite Laurent Marcangeli, et on passe à autre chose. Pour finir sur ce thème de l'attractivité du centre-ville, bon, on ne peut pas non plus être dans la critique perpétuelle et dans la recherche de pureté. Bon, je pense que ce n'est pas très sérieux non plus. Il y a des mesures simples à prendre. On a parlé du logement, c'est important. Il faut aussi s'occuper des logements vacants. Il y a aussi des mécanismes qui s'appellent le bail réel et solidaire à mettre en place pour permettre d'encadrer les loyers. Et quand on parle du logement, on parle aussi de l'urgence sociale. Et ça, c'est quelque chose que nous avons au cœur de notre programme, avec des mesures fortes. Quand on se promène dans le parc de logements sociaux, on voit que l'habitat, il est très, très dégradé. Quand on voit, et c'est la CAPA, et avant c'était le conseil départemental, qui laisse ces gens habiter et vivre dans des conditions qui sont des conditions indignes, il faut proposer un grand plan de réhabilitation du logement social pour permettre à ces gens de vivre dans des conditions qui sont à peine normales. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Il faut penser à ces gens-là. On ne peut pas les laisser sur le bord du chemin. On va laisser conclure sur ce sujet Laurent Marcangeli et on va passer au sujet du logement social. Je vous invite à prendre connaissance de ce qui a été voté par le conseil d'administration. Il y a 12 millions d'euros de rénovation sur Moi, je Pietral. vous invite à vous balader dans les HLM, vous verrez comment vivent les gens. Vous êtes un magicien. C'est honteux. Vous êtes un magicien, monsieur Cazalt. Vous, de toute manière, on a compris. Vous allez arriver, toc toc, badaboum, vous allez tout changer. C'est magnifique. Ah, mais vous y êtes depuis 5 ans et vous n'avez rien fait. La situation s'est encore Arrêtez, dégradée monsieur et Cazalt. encore empirée. Et ça vous fait mal de le Monsieur reconnaître. Cazalt. Je comprends que ça vous dérange. Je préside l'Office de l'Habitat depuis 2 ans. Je comprends que ça vous dérange. Je préside l'Office de l'Habitat depuis 2 ans. Et vos amis au conseil départemental, ils étaient depuis combien de temps? Jean-François Cazalt, on laisse Laurent Marcangeli terminer sur ce sujet. La vérité, c'est que vous êtes ce qui se fait de pire dans le populisme pendant cette élection, vous l'avez encore démontré. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vois que dans l'invective, vous êtes ce qui se fait de mieux. Vous êtes un populiste. Vous êtes un populiste. Dans l'injure et l'invective, vous êtes ce qui se fait de mieux. Vous êtes un populiste et j'ai beaucoup de leçons à recevoir de vous en la matière. Vous étiez ridicule, évitez de devenir grotesque sur la question. Quand même. Bon, écoutez. Allez. Monsieur Cazalt. Attendez, Étienne. Pendant des années, on a voulu faire passer pour quelqu'un d'arrogant. Je pense que je suis battu largement par vous. Alors, vous concluez ce chapitre. Allez. Je peux répondre sur la question. S'il vous plaît. On laisse conclure S'il vous plaît, Étienne, merci. merci. Moi, je vous fais remarquer que je demande la parole quand même. Oui, mais on l'avait donné à Laurent Marcangeli. Oui, avant d'être interrompu par monsieur Cazalt qui sait tout. Donc, allez-y. C'est bon. Si je puis me permettre, il y a quand même ce qui a été fait. On a oublié une chose, c'est que nous avons surtaxé les résidences secondaires pendant la mandature. Ça a été voté à l'unanimité. Comme d'ailleurs 90% des choses qui sont passées au conseil municipal, monsieur Cazalt, 90% des choses qui sont passées au conseil municipal ont été votées, y compris par votre troisième de liste. Il l'a dit lui-même d'ailleurs en conseil municipal, preuve à l'appui, il y a certains conseillers municipaux ici qui peuvent en témoigner. Mais la vérité, c'est que il faut avoir... Merci. On va en parler de gestion monsieur après. Leonetti, bon azir.
Si vous voulez monter, on peut venir parler aussi. Allez, on y va, Donc, il y a une méthode qui consiste aujourd'hui à être effectivement, légalement, sur des systèmes de taxation supplémentaires concernant le Airbnb. Je vous rappelle que, effectivement, c'est un problème aujourd'hui pour le centre-ville d'Ajaccio qui se pose. Il y a seulement, sur la ville, il faut quand même savoir les chiffres, 12% de résidences secondaires, ce n'est pas les mêmes chiffres qu'il y a sur Porto Vecchio ou dans d'autres... 12% déclarés. 12% déclarés, je vous l'accorde. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut effectivement qu'on soit sur un système. Le problème, c'est le prix des loyers. Le problème, c'est le prix du mètre carré. Le problème, c'est la difficulté de l'accès à la propriété privée. Le problème, c'est surtout aujourd'hui d'avoir une rénovation avec de nouveaux habitants et notamment une clause sociale, disons-le très clairement, dans le centre-ville. Voilà. Laurent Marcangeli, parce qu'on écoutait Jean-Marc Lafranc qui avec sa proposition du logement à 1 euro. Quels sont réellement les pouvoirs d'un maire sur cette question-là? Est-ce que vous avez les moyens de réguler les loyers en ville? Faites part de votre expérience. On peut faire plus que réguler, là, pardon. C'est réguler, plus que réguler, c'est proposer, tout simplement. Oui. C'est-à-dire qu'on prend simplement le domaine privé de la commune. Ça, peut-être que monsieur le maire pourra nous dire sur combien d'appartements cela pourrait correspondre. Il faut préciser aussi, Jean-Marc Lafranc, que pour 1 euro, on a une ruine. Et qu'ensuite, il faut la reconstruire. Réhabiliter, il faut investir 100, 200 000 euros. On n'a pas une ruine, c'est pas vrai. On a effectivement quelque chose à rénover. Et on a pour ça 3 aides. Une aide de l'État, une aide de la commune et une aide également au niveau de la NAH. Ce qui veut dire que vous avez 64% la parole exactement à Laurent Marcangeli de la rénovation qui est financée. Vos vrais moyens d'action. Oui, c'est possible, mais le mécanisme prend du temps à être lancé. Dans l'opération Action Cœur de Ville, pour laquelle la ville a été sélectionnée, eh bien, cette mesure figure. Elle est présentée par la ville d'Ajaccio. Après, le problème, c'est que les mécanismes prennent, notamment au niveau de l'ANA, ça prend du temps. Roubaix habite 3 ans. Tout simplement. Oui, mais on est rentré dans l'Action Cœur de Ville quand, monsieur Lafranc? Il y a 2 ans. Non, mais si dans 3 ans, vous proposez à 1000 Ajaciens de pouvoir accéder à la propriété et de revivre en ville pour un loyer modéré, je pense qu'ils seront ravis. On va conclure sur ce chapitre du centre-ville et on va avancer ici le grand débat à Ajaccio au Palais des Congrès. Ajaccio, c'est le centre-ville, on vient d'en parler longuement, mais pas seulement, c'est aussi des quartiers périphériques comme les Cannes et les Salines qui font l'objet d'ailleurs d'un plan de rénovation urbaine. Le développement d'Ajaccio, son aménagement passe par un PLU, un plan local d'urbanisme, qui a été adopté en novembre dernier. Objectif 80 000 habitants à l'horizon 2030. À quoi ressemblera alors Ajaccio? Ville béton ou ville nature, pour reprendre un titre récent de Corse Matin? Quel transport, quelle mobilité, combien de logements supplémentaires, quelle place accordée aux espaces naturels? Alors Laurent Marcangeli, je sais que c'est court, mais vous avez 2 minutes pour défendre ce plan local d'urbanisme qui vient d'être adopté et surtout pour nous donner votre vision d'Ajaccio à moyen et long terme sur ces sujets-là. C'est complètement dérisoire de parler de ça en 2 minutes, vous l'imaginez bien, et je pense que ce sera valable pour tout le monde. Donc, le développement de la ville, il y a deux manières de concevoir l'avenir de la ville. Est-ce qu'on est sur une vision de récession au niveau démographique ou est-ce qu'on est sur une vision de progression encadrée? C'est mon point de vue. C'est ce que nous avons essayé de faire. Le PLU, contrairement à ce que j'entends ici ou là, c'est 70% d'espace constructible en moins. 70% d'espace constructible en moins. Ça, c'est la réalité des chiffres, parce que j'ai entendu beaucoup de choses. C'est une rupture avec le POS 99 et le PLU 2013 qui préconisaient l'extension vers l'Est, avec au contraire aujourd'hui le fait de réinvestir, notamment à la ville-centre, avec des opérations de réaménagement forts, je le pense, sur de l'existant, notamment avec l'Office foncier, puisque des conventions ont été signées avec l'Office foncier de Corse. Donc il y a aujourd'hui la nécessité, effectivement, de penser à tout ça. Mais vous imaginez de quoi parle-t-on? On parle d'une ville qui fait déjà, effectivement, 70 000 habitants, qui doit continuer de progresser, qui attire, quoi qu'on puisse en dire, parce qu'elle gagne des habitants. Et ça, il faut essayer d'accompagner cette progression, tout en préservant un certain nombre d'espaces, en remettant une place environnementale, parce que c'est ça, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord sur la question, quels que soient les horizons dont on provient, il y a une question, il y a un enjeu environnemental aujourd'hui qui se pose ici et partout, et donc il faut avoir cette réflexion à travers un aménagement qui soit un aménagement qui tourne le dos, disons-le très clairement, à ce que nous avons connu depuis 30-40 ans. Pas avec l'arrivée de Darvador Marcangeli il y a 6 ans, parce que j'entends que tout a déraillé à partir de 2014. La vérité, c'est qu'on a une ville qui s'est construite avec une certaine manière
de faire les choses et qu'aujourd'hui, très clairement, il y a une volonté dans le corps social et une volonté dans la vie ajaxienne de rompre ou du moins d'accompagner la progression de la ville autrement. Et ça, les élus, quel que soit leur bord politique et quel que soit le maire qui sera désigné par les Ajaxiennes et les Ajaxiens, devront le mettre en œuvre. Alors on va faire par... Jean-André Mini... On va donner la parole à Jean-André Minicone qui a un peu de retard. Est-ce que le maire vous a convaincu sur ce plan-là? Nous déjà, on n'est pas pour une ville à 90 000 habitants, on est pour une ville avec une augmentation raisonnée et raisonnable, et on voudrait d'abord s'occuper des habitants de cette ville. Alors effectivement, on a beaucoup de chiffres. Moi, ce que je vois, c'est que il y a des petits artifices de présentation. C'est vrai qu'on a déclassé des zones qui étaient constructibles en zone espace naturel, mais si déjà vous déclassez une zone qui est déjà construite comme le Salario et vous la mettez en espace naturel, ça ne sert à rien. Pareil, on a classé en zone à fort potentiel agricole l'hippodrome de Vignette. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Donc tout ça... Bon, l'hippodrome et la piste. Hein. Donc, après, c'est vrai qu'on a beaucoup construit, mais monsieur le maire, vous auriez pu, si le PLU de 2014 ne vous convenait pas, vous auriez pu déjà le refaire. Pourquoi avoir attendu 5 ans? Et puis même, les permis de construire, vous pouviez vous y opposer. On a commencé en 2015, monsieur Minicone. Vous savez, c'est un process... Ça fait 4 ans. Non, mais c'est un process long. Vous allez apprendre que le privé et le public, c'est pas la même chose. Vous allez voir. Moi, mais si vous voulez un process aussi long, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que les choses ne marchent pas. Tout est trop long. Si on ne peut pas faire les choses plus rapidement... C'est compliqué, monsieur Minicone, il faut de l'humilité. Je vous promets que la gestion d'une collectivité 60 000 habitants, ce n'est pas une gestion d'entreprise. Je vous promets, et je le dis vraiment parce que souvent, et c'est très bien que des chefs d'entreprise comme vous se présentent aux élections. C'est très bien parce que ça permet de changer. Là, il y a trop d'avocats peut-être, certains diront. Mais je pense qu'il faut que vous sachiez, parce que je lis votre programme, je respecte vos idées, que être à la tête d'une collectivité de 1500 agents, avec les poids de l'administration, c'est pas si simple. Et faire un PLU, je le dis, M. Lucian est dans la salle, il en a fait un. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a toute une phase d'étude, il y a toute une phase de consultation préalable et d'enquête préalable. Et vous disiez, voilà, on a mis 4 ans, on a mis 4 ans, plus de 4 ans pour le faire effectivement. Ça n'a pas été une simple affaire. Et je vous dis, beaucoup d'humilité. Personne n'en doute, Laurent Marcangeli. On laisse tout de même conclure Jean-André Minicone. Tout ça pour vous dire que nous, notre mesure immédiate, si nous accédons évidemment aux affaires, ça sera de demander la révision de ce PLU pour le mettre en conformité avec ce que l'on veut faire. Voilà qui est clair. Alors, François Fillon, on ne vous a pas entendu depuis un moment. Laurent Marcangeli, vous a-t-il convaincu sur les objectifs de ce PLU? Non, je pense que d'abord, le PLU, c'est un outil. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet outil? Tout le monde, quand il parle du PLU, il parle béton, béton, béton. Et il y a une autre vision du PLU, c'est l'aménagement. Aujourd'hui, tout le monde est pour l'économie circulaire. Combien il y a de maraîchers autour d'Ajaccio? Voilà une mesure forte. Se servir de ces terres agricoles et dire, voilà, là on va faire des cessions immobilières. La loi de 67 permet d'installer des jeunes sans avoir à payer de pas de porte. On pourrait installer des maraîchers autour d'Ajaccio. On gèlerait ces terrains et là l'urbanisme, il ne viendrait pas. Parce qu'il y a le poids de l'urbanisme. Quand les terrains sont agricoles et ça pousse, et ça pousse, et ça pousse, on est en Corse, on le sait. Donc, si on veut geler ce développement du béton partout, il faut qu'à un moment donné, le PLU, il faut qu'on l'approche aussi de manière environnementale. On ne peut pas continuer à construire alors qu'on ne peut pas régler le problème de nos déchets sur Ajaccio. On ne peut pas continuer à construire alors qu'on n'a pas les voies de circulation. C'est un ensemble. On ne peut pas continuer à construire quand une résidence est livrée et que les poubelles sont sur la voie publique. Tout ça, il faut mettre les contraintes environnementales. On ne peut pas simplement dire parce qu'un terrain est constructible, il faut donner le permis. Il faut avoir aussi la volonté politique de dire ce qui se construit aujourd'hui à Mezzaville dans la descente entre la confine là, ou entre deux feux rouges, on va donner encore des permis de construire. On va paralyser, c'est la souricière assurée. Donc si on veut sortir de cette logique-là... Aujourd'hui, Ajaccio n'est pas prête à accueillir, à passer de 70 à 80 000 habitants. Il faut un moratoire. On ne peut plus continuer simplement à dire on va additionner les gens, on va faire des malheureux. Où est la vie? Où ils sont les espaces? On vient de terminer la seconde phase de Petra Dimar, les promoteurs. Pas de lieu de vie.
pour les anciens, pas de lieu de vie pour les jeunes, pas de lieu de sport, rien, aucune infrastructure. Où est la vie dans tout ça? Donc ça veut dire qu'on crée les poudrières de demain. Et un matin, on va se réveiller, ce sont des souricières, on y rentre, on ne peut plus en sortir. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Ce sont des cités dortoirs. Donc aujourd'hui, il faut une approche beaucoup plus douce. Il faut qu'on construise autrement. Il faut qu'on n'ait pas peur. Quand on me dit les parkings, moi j'entends M. Bastilica, il veut toujours essayer de donner des trucs. Mais quand on fait un parking souterrain, on aménage l'espace urbain. Ça veut dire qu'on peut revégétaliser. Maintenant, les dents creuses, la notion de dire dès qu'il y a une dent creuse, on va construire dedans. Non, c'est là qu'il faut végétaliser. C'est là qu'il faut mettre la place publique. C'est là qu'il faut ramener la vie, la cohésion. Jean-François Cazal, vous avez été très offensif sur le PLU. Hein. Non. Sur le PLU, là je suis d'accord avec Laurent Marcangel quand il dit en parler pendant 2 minutes, c'est dérisoire. C'est vrai. C'est très compliqué d'en parler pendant 2 minutes, mais j'espère qu'il me le concédera plutôt, comme c'est dérisoire de le faire voter nuitamment au milieu de 82 autres dossiers. Ça aussi, je trouve que le procédé... Mais pour parler du fond, je pense qu'il y a un objectif démographique qui était l'objectif de cette municipalité et qui n'est pas le bon. D'ailleurs, 90 000 qui a été revu à 80 000 avec les chiffres de l'INSEE. Moi, je pense qu'il faut mieux protéger les ESA, éviter les chevauchements, qu'il faut identifier absolument les secteurs, espaces agricoles. Et puis surtout les secteurs en enjeux régionaux. Il y a un dossier dont personne ne parle et qui est stratégique pour Ajaccio, c'est le Fonds de baie. Le Fonds de baie. Vous permettez enfin l'accessibilité à cette ville, vous changez complètement la forme de cette ville et vous la faites basculer dans le XXIe siècle. Pourquoi personne ne parle de ce dossier? Monsieur le maire, je vous le demande, ça fait 2 ans que votre municipalité n'a pas adressé de courrier à la CDC pour s'informer de ce projet. 2 ans depuis janvier 2018. Excusez-moi. C'est quand même incroyable. Là, je suis obligé de il vous répond. Laurent Marcangel vous répond. Monsieur Casals, franchement, je n'ai pas amené la correspondance épistolaire aujourd'hui. Je vais vous l'amener au débat France 3. Vous allez voir, on ne nous répond jamais. Très volontiers. Le président de l'exécutif n'a pas répondu au maire d'Ajaccio à plusieurs courriers. Je vous interromps une seconde. Vous savez que j'ai posé une question orale à cet effet. Je sais. Et je pense que vous n'avez pas été superbement content par la réponse parce que en visiblement... tout cas, je travaille pour ce faire. Voilà, et vous le savez, d'arrache-pied. Et je vous rappelle que dans le plan voté par la précédente mandature, le fonds de B était présent et qu'il a été retiré par votre majorité. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un sujet essentiel Bien pour sûr. Ajaccio? Qui va dire le contraire? Essentiel. Qui va dire le contraire? Il faut le mettre en place. Il faut qu'à un moment donné, autour d'une table, les acteurs essentiels de ce dossier, à savoir l'État, la ville qui doit être porteuse de ce projet, la CDC qui est propriétaire pratiquement de tout le foncier et la Chambre de commerce, arrivent à s'entendre pour qu'on en sorte enfin un jour. Étienne Basté, les gars. Oui. Alors, moi, c'est assez extraordinaire. Des fois, il y a des moments qui se chevauchent. Avant-hier, pour ceux qui regardent un peu Corsenet Info, on m'a posé une question. Quelle est aujourd'hui, en tant qu'Ajaccien, on a le droit de rêver. Je suis maire demain matin. Moi, vous m'excuserez, si je peux partir, comme j'ai dit la dernière fois, d'Agalat et m'en aller jusqu'au Scoudiette, je partirai de l'Agalat au Scoudiette parce que, fondamentalement, si on a le droit de rêver, il faut rêver un jour à faire en sorte que ce soit véritablement un coin magnifique. Le Fonds de baie, j'en ai parlé avant-hier sur Corsenet Info, longuement. Les grands esprits se rencontrent. Non, ce n'est pas les grands esprits se rencontrent. La seule différence, c'est quand je suis arrivé à la région, que j'ai été voir M. Jagobi sur l'initiative de Paul-Antoine, en lui disant « Je voudrais voir les grands aciers d'Ajaccio ». Je vais le dire devant tout le monde ici. Si demain matin, il y a quelqu'un qui veut monter avec moi, quand vous voulez. Je n'ai qu'une seule prétention. Jamais je vais mentir pour avoir une voix. Je préfère en perdre 10. On m'a dit, Étienne, Ajaccio à Toil, malmica dit en cours, parce qu'on nous parle amique. Elle n'est même pas dans le schéma directeur des grands dossiers de la CTC. Et à partir de ce moment-là, on a fait rentrer 2 ou 3 grands dossiers, et je reviens à ce que disait Laurent, c'est comme le PLU, un dossier, après, si vous voulez, vous ne me donnez plus la parole, un dossier comme ça, c'est des années de travail avant de le faire entrer. Donc on a dit, voilà, il y a le dossier Fonds de baie. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe plus parce que Gilles l'a supprimé. Alors, attendez.
Alors, il y a... Non, Étienne, juste pour bien préciser, pour les auditeurs, ce qu'est le fond de baie. On va préciser ce qu'est le projet c'est fond de toute la baie. partie Saint-Joseph à l'entrée de la ville. Le deuxième problème que nous avons ici... On fait un débat pour les auditeurs, Étienne Bastelli. Les auditeurs ne savent pas ce qu'est le projet fond de baie. Quand même, pour une fois, vous n'allez pas m'interrompre. Quand vous êtes sur RCFM le matin, forum, vi piace forum, quand vous entendez « Oh, monsieur Fraticelli, dimmi un poco, oggi c'è l'embouteillage, où ça, madame? C'è l'embouteillage per andare in Foriane. Io, madame, perché cosa c'è, oh, madame? Oh, ci sono i travagli di tunnel. Ah bon? Vous savez ce qu'il répond, Fraticelli? Lequel, le tunnel? D'accord? Ce n'est mica uno, ce n'est mica due, ce n'est tre. Ça veut dire que là-dessus, pour la justice, pour Ajaccio... Non. Il faut enfin, quelle que soit la couleur politique des gens qui ont été à Ajaccio, il faut rééquilibrer les choses. Parce que sinon, que ce soit les pénétrantes, tout à l'heure je vous ai entendu, on a compris, c'est tout du pipeau. Non, mais moi, je vous ai compris à vous, mais je veux que les gens comprennent. Mais on donne à Roger Antèche. Juste préciser ce que c'est le projet Fond de baie pour les auditeurs qui ne le connaissent pas forcément. Le projet Fond de baie, c'est donc un projet qui se situe à l'entrée de la ville, près de l'appontement de Saint-Joseph, et même au-delà. Jusqu'au rond-point de la gare. Jusqu'au rond-point de la gare, voilà. Des façades bâties jusqu'à la mer, vous imaginez? Jean-Marc L'Enfant. Mais non, mais juste, monsieur Bastille. Non, la parole est Jean-Marc L'Enfant. Ce projet Fond de baie. Faites votre conciliabule, moi je réponds aux auditeurs. Allez, vous n'avez pas le micro, Étienne Massé, vous n'avez pas le micro. Jean-Marc L'Enfant. Non, on vous entend pas. On vous entend pas à la radio. Non. Voilà. Même pas dans la salle d'ailleurs. Si on est toujours sur les 2 minutes. Étienne Bastelli, vous empêchez les gens de parler. C'est bon maintenant, on a donné la parole à Jean-Marc L'Enfant. Laissez-le parler. Allez-y. Oui, si on est toujours sur les 2 minutes pour parler du PLU, moi je trouve au contraire de ce qui vient d'être dit que 2 minutes pour en parler c'est beaucoup trop. Moi je pense que 20 secondes ça suffit. Le PLU, à mon avis, il n'y a qu'un endroit où il faut qu'il aille, c'est à la poubelle. Tout simplement, parce que pour moi, il n'est pas du tout adapté. On a fait de la Libye au niveau de l'agricole, en plaçant des endroits où même pas un mouflon voudrait aller et se rendre. Donc, partant de là, je l'ai dit, de toute façon, dès qu'il est sorti, ce PLU, sa seule voie, pour moi, ça doit être la voie judiciaire, la voie de garage. Vous avez eu des paroles également sur le seuil de 80 000, 90 000 habitants. Vous étiez 80 000 habitants, vous étiez très clair là-dessus. C'est trop. C'est trop, ça suffit. On ne va pas continuer à agrandir la ville, et là je vais être d'accord avec un certain nombre, à agrandir la ville alors qu'on n'a pas les structures adéquates de toute façon pour accueillir les gens. Donc commençons par penser aux Ajacciens, commençons par améliorer le cadre de vie de ceux qui existent déjà, et après peut-être qu'on envisagera d'accueillir d'autres personnes. En l'état, les structures telles qu'elles existent, on parlait d'aménagement du territoire tout à l'heure, les structures telles qu'elles existent, elles ne sont pas en capacité d'accueillir Ajaccio des gens supplémentaires convenablement. Donc il faut d'abord s'intéresser à ceux qui y vivent déjà. Michel Cicada sur le sujet. Alors, je vais parler pendant 2 minutes. Voire 3, parce que vous avez du retard. Je dois rattraper 2 heures. Bon, oui, on parlera 2 minutes. Alors, il y a un ras-le-bol général en dehors de la ville. J'ai un ras-le-bol général ici. Je vais me lever, parce que je ne cautionne pas ça. Voilà. Je ne vais pas mentir. Dans la salle, vous avez, comme ils ont fait leur présentation, ils ont fait rentrer leurs employés et leurs amis. Il n'y a pas eu quelqu'un du peuple qui est venu les voir, là, tous. Ils sont tous en train de mourir. Ils n'avaient pas un billet de bus pour arriver jusqu'au palais de congrès. Payer un billet de bus. Donc, ils ont tous mis leurs employés et leurs copains. Bon, bravo. Les jeunes vont parler. Ras-le-bol général dehors, ras-le-bol général ici. Je vais me lever maintenant. On va envoyer tout. Démagogie, là. Non, mais je me lève parce que je ne cautionne pas ça. Moi, c'est pas mon truc. Je vais donner le programme par mail au Nice Matin et à vous-même. Et les jeunes parleront. Mais restez un peu avec nous, Michel Cicada. Il ne reste plus qu'une demi-heure, 20 minutes. Soyez patient. Soyez patient. On me donne pas et par correction pour les autres intervenants. Je ne peux pas rester. Et par correction pour les autres intervenants. Non, mais soyez patient, vous verrez que la dernière question vous permettra de vous exprimer pleinement. Moi, je connais bien ces gens, c'est des gens très bien. Ils sont tous très bien. On était tout bon. Vous avez besoin de rien. Allez les voir, vous le savez que ça, c'est sûr à 100%. Alors, rendez-vous, d'autres trucs, mais moi, je ne cautionne pas ça du tout. Voilà. Restez avec nous. Restez avec nous malgré ma tout. place que j'ai parlé là, et bien, ils prendront mon temps de parole, c'est 32 secondes à chacun. On a une dernière mais question restez qui vous avec nous. intéressera. Restez avec nous. Non, je ne peux pas cautionner ça. Le ras-le-bol général ne peut pas rester là. On ne peut pas avoir un ras-le-bol dehors et là-dedans. Voilà. Donc, alors, j'ai l'autosportif à faire et mes amis m'ont dit de vous dire, écoutez-moi bien, mes amis de l'autosportif m'ont dit,
On vit grâce au côté match. Et si les politiques disparaissent, ça ne nous dérange pas. Surtout qu'ils ne disparaissent pas le côté match. Alors, j'ai un côté match à faire. Allez. Je vous laisse discuter. Je m'en vais. Merci. Les jours nous parleront. Au revoir. On se retrouvera le 15 mars. Merci Michel Cicada en tout cas d'avoir participé les 2 tiers de ce débat. Malgré tout, nous, on poursuit. On poursuit. Alors, on va peut-être conclure sur ce sujet du PLU. Peut-être Laurent Marcange et ensuite François Fillogne. François Fillogne, allez, puisque vous avez le micro. Allez. Attends. Alors, Michel Cicada nous quitte. Voilà. En embrassant tout le monde, en nous disant au revoir. Voilà, merci de votre participation, même partielle. Merci beaucoup. Alors, François Fillogne. Allez, on y va, on continue. Je termine sur le PLU. Oui. Il a un défaut dans sa cuirasse, c'est avant tout qu'il n'est pas assez couplé avec le plan de déplacement urbain. Tant qu'on n'arrivera pas à faire la convergence des deux, on arrivera à des aberrations. Je vous donne un exemple. Plan de déplacement urbain, il y a plusieurs intervenants. Il y a la CAPA, il y a la ville, il y a la CTC. La ville s'apprête à faire un téléphérique. Jusqu'à là, on peut être d'accord, c'est des déplacements doux, non polluants, on peut être d'accord. On va faire le parking pour accéder au téléphérique. On va y accéder comment? Dans le plan de déplacement urbain ou dans le plan de la CTC, il n'est pas prévu un échangeur de vent qui permette aux gens qui rentrent dans le parking de repartir vers Portic. Il faut qu'ils repartent dans l'embouteillage sur la ville. Toutes ces incohérences, elles sont liées. Ça fait qu'aujourd'hui, on peut dire que Bastia était mieux doté, mais en attendant, l'ACAPA a la possibilité de faire des voiries d'agglomération. Un exemple, il y a des endroits où on a des conflits de circulation, il suffirait de passer dessous ou dessus, ce ne sont pas des gros ouvrages, mais qui permettraient à cette ville de circuler. Tout est lié. Si on ne lit pas le plan de déplacement avec le PLU, on aura tout faux. Laurent Marcange, est-ce qu'Ajaccio a les infrastructures pour passer de 70 à 80 000 habitants? Non, mais on va également aussi progresser en matière d'infrastructure. Il y a tout de même eu un certain nombre d'avancées sur les dernières années en matière de modernisation de nos quartiers et également d'un certain nombre d'espaces. Franchement, je vous le dis, il faut accompagner cette progression parce que je me souviens d'une époque où l'Ajaccio perdait des habitants. C'était pas forcément mieux. Il y avait quelque chose qui clochait à Ajaccio. Il y avait un vrai problème. Aujourd'hui, il faut accompagner cette attractivité. Et cette attractivité, il y a un document. Ce document, c'est le PLU, avec toutes les contraintes. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que tout est parfait. Et franchement, un document comme celui-ci, je vous le dis, est très difficile à réaliser aujourd'hui. D'ailleurs, je vous ferai remarquer quand même qu'il n'y a pas beaucoup de maires qui font des PLU aujourd'hui en Corse. Ils sont souvent annulés. Annulés, et souvent, certains... carrément ne font pas. L'Ajaccio n'est pas à l'abri non plus. Il n'est pas à l'abri. Moi, je suis particulièrement, vous savez, il faut être particulièrement prudent et humble par rapport à la justice administrative et les PLU. Mais vous savez, aujourd'hui, le drame de notre territoire, c'est tout de même que vous avez des tas de communes, notamment des petites communes rurales, qui ne peuvent plus, qui n'ont plus les moyens de faire leur PLU, eu égard à la complexité dans laquelle nous nous trouvons. Donc, nous verrons bien comment il est. Il n'est pas parfait, le document. Il a eu le mérite de poser un certain nombre de choses. Nous avons eu des débats au conseil municipal. Nous avons eu arrêté un premier arrêt. Vous l'aviez voté, M. Fillogne, le premier arrêt. Après, il est revenu. Vous ne l'avez pas voté la deuxième fois. Le PDU, vous l'avez voté aussi. L'opposition à la CAPA a voté à l'unanimité le PDU. Évidemment qu'il faut faire imbriquer les deux. Je suis intervenu pour dire qu'il y avait des problèmes dans le plan de déplacement urbain. Bien sûr. Mais on va conclure en une seconde parce qu'on va passer au et le PLU, j'ai pas voté le PLU, on peut pas me dire que je l'ai voté. On va passer aux finances. Vous avez voté l'arrêt du PLU et le PADD. Le PADD. C'est le PLU à la fin qu'on vote. Je publie demain. Là, vous parlez avec des acronymes que personne ne comprend. On va conclure sur le PLU. On ne peut pas dire que j'ai voté le PLU si je ne l'ai pas voté. C'est sur la sanctuarisation des espaces en cœur de ville. Ça, c'est extrêmement important. On parle du parc de la Piétrine, il faut le sanctuariser, et pas simplement pour 5 ans. On parle de l'espace qu'il y a entre Balestrino et justement le Belvédère, il faut le sanctuariser. On parle de la route des Sanguinaires, on n'en peut plus de construire comme ça. Il faut sanctuariser absolument pour qu'on puisse retrouver de la verdure dans notre ville. Le message est passé. Juste une petite réponse sur ça. À partir de maintenant, le PLU est disponible. Je rappelle quand même, Monsieur Casalt, cher confrère, que la ville
essaye d'empêcher certaines choses parfois et qu'elle est condamnée par le tribunal administratif. Ça a été encore le cas au Sanguinaire, dernièrement. Je connais. Ça a été le cas au Stillette. Je voudrais quand même dire aux gens que le maire, lorsqu'il refuse des permis, il peut être battu au tribunal administratif. Et ça a été le cas à de nombreuses reprises pendant cette mandature. Il faut le dire quand même aussi. Allez, on conclut ce chapitre sur le PLU. On ne relance pas le débat sur le PLU. Le maire a la possibilité justement de refuser le permis quand justement la situation ne s'y prête pas. Et c'est trop facile de se défausser sur le PLU en disant la zone est constructible. Vous voyez, il y a évidemment... C'est trop technique. Jean-François Casal, c'est trop. On s'engage sur un débat trop technique. Mais sur les constructions qui ont été autorisées durant ces 5 dernières années qui sont énormes. On a rasé des collines, on a construit partout. La ville est défigurée aujourd'hui. On va changer de terrain. On va changer. Allez, on va aborder le problème. Juste un point là-dessus. Jean-François Casal, tu as raison. Il oublie seulement une chose, c'est que la CDC aussi a la possibilité d'agir en justice quand elle considère qu'il y a des atteintes à l'environnement et qu'elle ne le fait jamais. C'est un autre débat. Vous avez... Allez, le grand débat, on continue et on entre dans notre dernière ligne droite. On va parler des finances. C'est le nerf de la guerre. Non, pardon, Jean-François Casal, un peu de respect pour la conduite du débat, s'il vous plaît. Après laquelle on avait fondé autant d'espoir. Perpétuelle est aussi facile. Messieurs, ce n'est pas de la critique, c'est simplement un constat. Allez, c'est pas encore le débat des territoriales, c'est déjà le débat du municipal. Recadrons-nous dans le débat municipal. Un peu de respect pour la conduite du débat. On entame notre dernière partie, on va parler des finances assez rapidement. Les finances, l'argent, c'est le nerf de la guerre, parce que pour changer la ville, il vous faudra des moyens. Vos propositions doivent être financées. Or, à en croire certains d'entre vous, les caisses de la ville sont vides. Jean-François Casalt, vous avez d'ailleurs tiré, vous, la sonnette d'alarme en début de semaine. Tout à fait. Alors, rapidement, vous avez déjà parlé sur ce sujet. Nous pensons qu'il y a une interprétation et une présentation qui n'est pas sincère des finances de la ville. Moi, j'entends l'équipe municipale qui se satisfait de ses finances en disant, en gros, nous avons redressé la barre, nous avons remonté la situation. Mais lorsqu'on analyse les finances de la ville, on voit qu'au contraire, tous les indicateurs sont dans le rouge. Je parle justement de l'épargne nette, qu'on appelle aussi coefficient d'autofinancement, qui est en chute libre. Je précise que sous les 2 précédentes mandatures, il était positif de plus d'1 million d'euros et que sous cette mandature, elle est négative de 3,2 millions d'euros sur l'ensemble des 5 années. On constate également qu'il y a les ratios pré-investissement qui sont en hausse. S'il vous plaît. Je sais que ça peut choquer et déranger, mais malheureusement, c'est le cas. Vous aurez l'occasion de répondre. Je sais que vous adorez traiter les gens de menteurs. Encore une fois, c'est pas très agréable, ces discourtois. Vous devriez changer de vocabulaire, mais tant pis, c'est vous qui voyez. Tant pis, vous voyez. Une masse salariale, alors que vous avez promis de la juguler, qui est en hausse, qui est passée de 62 à 71%, malgré les transferts à la CAPA, malgré les transferts très importants à la CAPA. Nous pensons que la ville est dans un état financier extrêmement inquiétant. Et d'ailleurs, nous avons demandé l'arbitrage de la Chambre régionale des comptes, qui tirera ses conclusions, et on verra bien. On attend les conclusions de la Chambre régionale des comptes. Laurent Marcage, on finit le tour de table et je vous laisse répondre. Alors, on vous laisse répondre à la fin globalement. Je réponds que nos budgets sont tous passés au contrôle de légalité, et que si un budget est insincère, il peut être déféré. Je réponds que, également, par ailleurs, les chiffres qui sont présentés sont faux, fallacieux. Il suffit d'aller les consulter. C'est les chiffres du compte administratif. C'est les vôtres. Je sais que ça vous dérange, vous pouvez gueuler, mais c'est pareil. Donc après, il y a autre chose que je voudrais dire. C'est que si c'était si catastrophique, allez demander à votre numéro 3 pourquoi il s'est abstenu sur le compte administratif. Mais on s'abstient quand on vote un compte administratif. Un compte administratif, c'est pas un budget. On est obligé de s'abstenir. Mais non, mais pas contre un compte administratif, contre un budget. À votre compte. Allez, on vote contre. On vote contre. Vous dites vraiment n'importe quoi. C'est d'une gravité. C'est d'une gravité. Un compte administratif. Les accusations sont graves. Laissez parler Laurent Marcangel. Ce serait sympa quand même. Je sais que ça vous dérange. C'est un débat. On n'est pas l'église. S'il vous plaît, c'est inaudible. Vous allez peut-être être instruit. C'est inaudible. Vous allez m'instruire. Donc. Je crois que vous parlez d'arrogance tout à l'heure. Jean-François Casal. Vous parlez pas d'arrogance tout à l'heure. Jean-François Casal, vous polluez le débat là. Allez-y. Bon, on va en parler de la Chambre régionale des comptes. Je vais vous parler de la Chambre régionale des comptes parce que vous en avez parlé. S'il vous plaît, c'est sérieux. Vous avez voté quelque chose à la CDC. Vous avez voté l'étranglement financier de la ville d'Ajaccio en 2018. Vous avez voté l'abandon des allègements d'emprunt décidés par le département de la Corse du Sud. Laissez, s'il vous plaît. Vous l'avez voté avec la majorité territoriale,
alors que 5 autres communes en bénéficiaient. Vous avez également voté... S'il vous plaît. Vous pouvez gueuler tant que vous voulez, je m'en fous. Non, mais- Je vous le dis. Donc, vraiment... on se verra, Allez. on se verra. Non, s'il vous plaît. Tiqueta. Jean-François Attends. Cazat, laissez Non, Laissez-moi terminer. terminer. Arrêtez. Vous avez voté. Arrêtez. Vous avez voté. On est... Vous avez voté le nouveau règlement d'aide de la collectivité territoriale de Corse qui nous fait passer de 70% de potentiel financement à 40%. C'est pas votre candidature qu'il fallait présenter, c'est vos excuses. Merci Bien. Laurent Marcand. Étienne Massélet, non, prenez la parole. Attends, Étienne Jean-François Massélet, Cazat, non, Jean-François, s'il vous non, plaît. non. S'il vous Étienne plaît, s'il vous Massélet. plaît. Non, s'il vous plaît, attendez. Étienne On Massélet. va entendre... Étienne Massélet. Et après Jean-André Nicole. Étienne Massélet, les gars. Étienne Massélet, les gars, prenez la parole. Sur les finances. Sur les finances. prenez la parole. Alors là, je la garde. Là. Mais ne la, Regarde alors, un momento. mais ne la gardez pas trop longtemps. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Cicada a dit qu'il me donnait son temps de parole. Bon, ouais. Donc, première des choses très sérieuses, comme d'habitude, mais j'ai demandé à mes amis, j'ai dit, j'ai pas l'habitude, donc au stade, ça me plaît, mais ici, ça sert à rien. Quand il y a des vérités qui tombent, on va la moudia. On va la moudia. C'est moi qui vous le dis. Je voulais dire une chose, que dans certaines villes de Corse, quand je regarde certains meetings, j'entends certains candidats, nous avons perdu des habitants, c'est une honte, vous êtes un incapable. Là, on en gagne, Chatumba ou maire. Bon, ça, chacun pourra... Ça, c'est un peu... Deuxième chose, sur les chiffres, je le savais, je vous l'ai dit en arrivant. Oui, parce que moi, je fais partie de ceux qui font ce genre de fusion. Celle-ci, surtout, et d'autres. Moi, je vais à Porto Vecchio faire la fusion avec la droite et la bourgeoisie. Allez, Barca. Étienne Basselic. Pas vous et pas ça, surtout. Et pas avec nous. Étienne Basselic, on revient au débat. Voilà, Merci. ça alors... par contre, ce qu'il dit, quand on a coupé les finances de la ville, c'est vrai. C'est vrai. Et heureusement qu'à un moment donné, on en a eu un peu plus intelligent qui, cette fois, pour une fois, il n'a pas fait monter les sous à Bastia, il les a laissés à Ajaccio. Parce que là, la chance de cette municipalité, ouvrez les yeux, c'est d'avoir gagné au tirage et au grattage, comme disait Truc. C'est ça, le vrai problème. Dans les mois qui viennent, nous allons souffrir. Nous allons souffrir pour des raisons bien précises. Mais je peux être d'accord avec toi. Avec toi. Bon, il n'y aura pas fusion, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous voyez, hein mais par contre, il y a des contre-vérités. Il faut faire attention. Au niveau des chiffres, quand on commence avec les chiffres, c'est exactement ce que vous faites tous. À un moment donné, et les bourdins et le reste, clac, on coupe. Sont toutes listesses. Alors on ira devant la Cour des comptes, éventuellement, dans la Cour régionale des comptes. La chose la plus importante, personne n'en parle. Quand vous votez au plan national, à droite, et qu'on vous dit qu'il faut l'austérité, c'est orghi paghetti dopo. Le vrai problème, il est là. C'est pour ça que la fusion, moi, à gauche toute, toujours, et la gauche combattante. Jean-André Nicole, s'il vous plaît. Jean-André Nicole. Il a du retard sur le temps de parole. Ouais. Allez-y, sur les finances. Alors, sur les finances. Sur les moyens. Alors, sur les finances, en essayant de compiler tout ça, nous avons remarqué deux choses. La première, c'est que l'endettement n'est pas de 72 millions d'euros, comme il est indiqué sur le journal, mais plutôt de 99 millions d'euros, parce qu'il faut additionner les budgets annexes. Alors, ça peut paraître anodin, mais bon, il vaut mieux savoir sa dette, parce que quand même 27 millions en plus d'écart, c'est beaucoup. Mais plus grave, et là, évidemment, je ne cherche pas, je suis sur un constat, évidemment, je ne fais pas d'autre chose. On a des capacités d'autofinancement nettes, négatives. Ça veut dire quoi? C'est que la ville se retrouve dans la situation d'un ménage qui, après avoir payé son emprunt, est à découvert. Et là, ça pose un autre problème, c'est que les découverts s'accumulent et on est obligé de vendre les bijoux de famille, tout simplement. Donc de faire des cessions d'actifs, comme la caserne. Ce qui veut dire qu'à terme, très rapidement, on a la capacité d'investir qui va fondre. Alors c'est pour ça que moi, j'aurais bien commencé ce débat
par les finances, parce qu'on a plein de projets, mais je ne sais pas ce qu'on va pouvoir financer. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est plutôt inquiétante. Et on ne peut pas vraiment jouer dessus, parce que nous avons des charges très importantes qui sont à 70% le personnel. On ne peut pas jouer avec les charges de personnel. Jean-Marc Lanfranc et ensuite François Fillogne. Bon, alors moi, je ne vais pas faire la bataille de chiffres, parce que si je fais, je vais annoncer les miens, mes supporters vont m'applaudir, mes détracteurs vont siffler, et on ne sera pas plus avancé que pour autant. Et Michel Cicada ne sera pas content. C'est clair. Je vais me contenter de faire 2 remarques. La première, c'est que je trouve qu'on n'a pas suffisamment anticipé, pourtant elle était annoncée et prévue, la baisse de la dotation globale au niveau étatique. On le savait qu'au niveau des communes, ça allait nous impacter, elle est importante, c'est effectivement pas de la responsabilité du maire, on est bien d'accord. Par contre, c'est un problème de gestion que de pouvoir l'anticiper. Et ça, je pense qu'on l'a insuffisamment fait. La deuxième, c'est que, vous allez dire que je leur en veux à ces pauvres touristes, puisqu'après le Airbnb, je vais encore proposer autre chose, mais moi je trouve quand même curieux qu'on soit certainement l'une des seules villes, alors qu'on a des sites magnifiques, qui ne profitent pas de cette manne financière-là. Un exemple très concret. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager à un certain moment et de me rendre dans certains endroits où, pour voir une petite colline à peine boisée, il fallait que je paye 1 ou 2 euros pour la visiter. Je trouverais normal, et je pense que ça permettrait d'aider un petit peu la ville au niveau des finances, je trouverais parfaitement normal, moi, que, bien évidemment, pas pour les résidents, mais pour les autres, pour tous ceux qui viennent visiter, eh bien, on paye 1 ou 2 euros pour aller à la grotte, 1 ou 2 euros pour aller au Sanguinaire. Ça permettrait de créer des emplois, ça permettrait de faire en sorte qu'on les entretienne, ces endroits-là, et puis ça donnerait une manne financière supplémentaire à la ville qui, à mon sens, serait intéressante. François Fillogne. Je peux faire appel à un ami, non? Parce que Pardon? parler des finances en 2 secondes, ça va être difficile. Allez-y. Personne n'a parlé de 2 secondes, allez-y. Non, mais je plaisante quand je dis. Qu'est-ce que c'est une dette? Il faut mettre en face l'avoir. Qu'est-ce que possède la ville? Quel est le patrimoine de la ville? Dire qu'on a 100 millions de dettes et on a un patrimoine qu'on peut vendre ou qu'on peut, à un moment donné, qui ne sert à rien pour la ville. Moi, il y a des opérations que je n'aurais pas faites. La caserne Grossette, je ne l'aurais pas aménagée. Moi, je pense que si on veut attirer du tourisme, un hôtel 4 étoiles, là-bas, il avait toute sa place. Si on veut faire venir les gens, c'est un choix. C'est 8 millions ou 9 millions qui sont mis là-bas. Il faut réorienter l'argent dans la commune. Ensuite, après, on a des services pléthores en personnel. Il faut aujourd'hui jouer la carte à fond de ces personnels, mettre de la motivation, faire en sorte que ces services en régie, qui sont pour certains très compétents, faire en sorte qu'ils soient encore plus compétents en leur donnant les moyens. J'ai géré pendant 4 ans, pratiquement le nettoiement. Beaucoup d'efforts humains. Donc, ils ont rendu les gens du nettoiement, avec très peu de machines. J'avais des machines qui dataient de Marc Marcangeli. La roseuse, elle était même de Charles Ornan. Ce qui veut dire que la difficulté, c'est aussi de moderniser. Il faut moderniser l'outil, parce que si on additionne les personnels, ça ne sert à rien. Si on ne donne pas l'outil. Ce qui veut dire qu'il y a des investissements à faire qui sont programmés sur le long terme, et on ne pourra pas en sortir simplement en disant il y a une dette, en face, il y a l'humain à remettre, et cette dette, elle ne veut rien dire. Si on ne prend pas, on voit, pour faire en sorte que dans le patrimoine que l'on a, il va falloir faire des cessions et faire en sorte de rembourser une partie de la dette, mais investir sur l'avenir. Aujourd'hui, les investissements de la ville, ils sont où? Est-ce que, Laurent Marcangeli, est-ce qu'on en est à ce moment où on doit envisager la cession des bijoux de famille, comme les appelaient certains, pour pouvoir financer les investissements sur la ville? Ou est-ce qu'on en est là, vraiment? Non. Première chose, on s'est jamais déclaré sortie d'affaires d'un point de vue financier, PV du conseil municipal à l'appui. On a toujours eu une explication en disant la situation est compliquée, baisse de dotation, contexte. Donc ça, c'est très clair. Il faudra, quoi qu'il advienne, rester particulièrement prudent. Ce que je dis très clairement, c'est que ce qui est proposé dans le projet est finançable. Voilà. J'ai sorti un certain nombre de projets potentiellement prêts d'un point de vue technique. Je n'ai mis dans mon projet que des projets finançables. Et effectivement, il faudra, dans les années à venir, continuer de garder une gestion sérieuse et vigilante des finances de la ville. Donc on n'est pas du tout dans le scénario Apocalypse Now que j'entends parfois. Alors on arrive à moins que Jean-André Minigone, qui a un déficit de parole, veuille la prendre. Simplement, les projets, il ne va pas y en avoir beaucoup, parce qu'aujourd'hui, la ville ne peut emprunter, selon nous, que le maximum qu'elle peut rembourser de ses remboursements, c'est-à-dire aux alentours de 5 à 6 millions d'euros par an, pas plus. Alors, ça sera notre conclusion sur les finances, en attendant éventuellement que la Chambre régionale des comptes tranche sur
l'État... Elle le fait tous les 6 ans, elle le fera. Elle le fera. Et ma période sera jugée comme les autres. En attendant, à Ajaccio, ici au Palais de Congrès, le grand débat se poursuit et je le disais, on arrive à la fin avec une dernière question que va vous poser Roger Antèche. Oui, alors, on s'est avec une réponse rapide d'une minute. C'était une question qui aurait pu intéresser Michel Cicada, mais il nous a quittés. On n'a pas beaucoup parlé de patrimoine, et il en est un qui est important pour la ville, c'est la trace de Napoléon. Alors la question qu'on voulait vous poser à tous pour terminer, c'était précisément en 2021 sera célébré dans le pays tout entier le bicentenaire de la mort de Napoléon. On a vu que la naissance avait été célébrée à Ajaccio, mais pas forcément dans le reste du pays. Si vous êtes maire d'Ajaccio, qu'est-ce que vous comptez faire à ce moment-là sur ce bicentenaire-là et sur effectivement comment on peut capitaliser l'image d'une ville sur un personnage comme Napoléon et sur ce bicentenaire? On commence peut-être par Étienne Bastelica. Ah, très volontiers, puisqu'il y a quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait Jean Tullard sur une chaîne que j'ai un peu l'habitude de regarder, et comme je suis tombé par hasard, et il a parlé de Napoléon. Alors vous pensez bien que quand vous avez Jean Tullard qui parle de Napoléon, par rapport à toutes les bêtises, toutes les conneries, en m'excusant, qu'on peut entendre sur Napoléon, moi je bois du petit lait. Il a parlé de l'homme, il a parlé de son œuvre, qui aujourd'hui rayonne dans le monde entier. Des hommes et des femmes travaillent, cherchent sur le personnage de Napoléon, et il était intarissable. Moi, personnellement, Napoléon, c'est à la fois les Lumières, c'est à la fois la liberté, avec, bien sûr, condition de ne pas trouver quelqu'un qui va vous parler du problème de l'esclavage. Mais Ajaccio, je pense qu'il faut, parce qu'on n'y est pas encore, que Napoléon devienne un thème central. Et autour de ce thème central, on pourra décliner beaucoup de choses, que ce soit l'urbanisme, que ce soit la culture, que ce soit les sciences politiques, etc., etc., etc. Donc moi, Napoléon, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci entre vous commémorerez lui et le moi. bicentenaire de sa mort. Ah, mais... Jean-François Casalt. Je ne sais pas si la Chambre régionale appréciera. Jean-François Casalt, à vous, si vous êtes dans le fauteuil de maire en 2021, que faites-vous pour le bicentenaire de Napoléon, de la mort de Napoléon? Tutti gli aiacini sono impastati di Napoléon. Napoléon ci parle à tutti. Et moi, évidemment, comme Ajaccien, Napoléon, c'est un thème qui est central. Je constate, moi, que dans tous les endroits du monde où il a séjourné, ne fût-ce que quelques heures ou quelques mois, on en fait quelque chose d'extraordinaire. Il faut que le bicentenaire de la mort de Napoléon devienne un événement de rayonnement international, pour qu'enfin Ajaccio puisse rayonner au plan international en faisant des animations sur Napoléon, des reconstitutions historiques, voire des reconstitutions de bataille si on le peut. Il faut véritablement mettre le phare sur Ajaccio avec Napoléon. François Filoni, même question. C'est une question, qui c'est qui va être contre? Moi, non, ce que je propose, moi, ce que je propose avant d'envoyer ce que je fais avant d'envoyer Napoléon à l'international, je vais l'envoyer dans les quartiers. Moi, je rêve de voir maintenant des ronds-points avec des statues de Napoléon, parce qu'on ne sait plus faire. On ne sait plus décorer nos quartiers. On ne sait plus aménager nos quartiers en mettant l'empreinte de Napoléon. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. On ne sait plus mettre l'empreinte de Napoléon dans nos quartiers. Napoléon, ce n'est pas que le cœur de ville. Il y a aussi les autres quartiers qui mériteraient d'avoir l'attention. Et moi, je suis pour que la culture aille dans les quartiers, l'histoire aille dans les quartiers, le patrimoine aille aussi dans les quartiers. Ce n'est pas simplement une histoire de cœur de ville. C'est une histoire de cohésion sociale. Alors Jean-Marc Lafranc, qui est le personnage de Napoléon. Oui, d'abord une remarque, parce que je suis encore un petit peu sous le choc, moi entendre parler de Napoléon comme défenseur des libertés, je suis sûr que si on dit ça aux Antillais et aux Dominicains, ils vont être ravis. Ils vont être ravis. Non, c'est pas la petite truc, c'est une grande partie de l'histoire. Quand on veut parler d'un personnage, on le prend dans sa globalité. Et malheureusement, il a pas fait que des bonnes choses. Laissez parler. Je dis ce qui est. D'autant que vous n'avez pas de micro, laissez parler Jean... Alors, allez-y. Jean-Marc Lafranc, concluez. Alors, sur Napoléon proprement dit, effectivement... on ne peut que considérer qu'on va faire quelque chose pour lui, mais je pense qu'il faudrait peut-être en profiter, si effectivement c'est un bicentenaire qui amène du monde, peut-être pour en profiter, pour rappeler aux autres, parce que les Ajacciens le savent, qu'il y a eu une histoire d'Ajaccio avant Napoléon, il y a eu une histoire d'Ajaccio après Napoléon, et que ce serait peut-être utile aussi de mettre en exergue l'ensemble de ces éléments-là. On parle beaucoup de Napoléon Ier, mais son neveu, Napoléon III, il a beaucoup plus fait pour la ville que n'a fait Napoléon Ier.
Jean-André Micogne, on terminera par Laurent Marcangel. Je pense qu'il faut en profiter pour pérenniser quelque chose sur Napoléon, peut-être faire un centre d'études historiques sur Napoléon et remettre au goût du jour, ou en tout cas faire connaître l'histoire d'Ajaccio sous toutes ses formes et profiter vraiment pour l'avenir du monde. Allez, juste un point d'information avant que le maire ne réponde, mais je crois que tout le monde le sait. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort de Pascal Paul, le 5 février. Et vous savez qu'on oppose souvent et Napoléon et Pascal Paul. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de passerelles à jeter entre eux. Et notre ville pourrait s'y prêter fort bien. La conclusion appartient à Laurent Marcangel. Et en tant que maire en poste actuellement, j'imagine que vous préparez déjà 2021. Nous sommes déjà en contact au niveau national. La ville, il y aura deux endroits qui seront clés, les Invalides et la ville d'Ajaccio. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est d'ores et déjà prévu. Ensuite, je pense que vous avez dit, Roger, tout à l'heure, quelque chose qui est important. On n'a pas beaucoup parlé de notre patrimoine, de notre culture. Je crois qu'il faut qu'à travers ces personnages, parce qu'il y a la famille tout entière de Napoléon Bonaparte, des rois, des reines, des parcours assez exceptionnels, il faut qu'on en fasse un atout économique, disons-le très clairement, générateur d'emplois, mais également un atout identitaire au sens positif du terme. C'est l'histoire de la ville, c'est son âme. Et je pense que c'est véritablement, à partir de cette année 2021, il faudra aussi s'appuyer là-dessus. C'est une marque aujourd'hui, Napoléon. Merci Laurent Marcangel. Voilà, c'est la fin de ce débat. Merci à vous sept d'y avoir participé. Ça n'a pas toujours été simple, ça a même été compliqué. Merci à Roger de m'avoir accompagné. Merci à Stéphane Casalongue et Théo Lacombrade à la technique. Et merci évidemment au public d'être venu si nombreux. Prochain rendez-vous mercredi prochain à Bastia, en espérant que ce soit plus serein et plus calme. Merci beaucoup.